Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Il est diffusé en direct à la fois sur la première chaîne et la deuxième chaîne de la télévision et sur France Inter. Il est relayé aussi par les radios périphériques et il est diffusé encore par les télévisions d'une douzaine de pays européens et africains. Son importance est à la mesure de l'enjeu. Le 19 mai, vous élirez l'un de ces deux candidats président de la République. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française. De la plus haute importance aussi pour l'ORTF, puisqu'il ouvre une brèche dans les contraintes très rigides que lui impose la campagne légale. Nous vous remercions, messieurs, d'avoir accepté cette rencontre. Nous remercions la Commission nationale de contrôle d'avoir accepté aussi la proposition de ce débat qui lui était faite par M. Marsolon, président directeur général de l'ORTF. Cette confrontation, vous le savez, doit avoir lieu dans des conditions d'équité irréprochables que les deux candidats sont en droit d'exiger. Nous nous y efforcerons. D'ailleurs, vous en serez les juges. Le débat, à proprement parler, va donc durer 1h30, chacun des deux candidats ayant accepté de donner 45 minutes du temps que la loi lui accorde à la télévision pour le second tour des élections présidentielles. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats. Il va de soi que cette petite présentation n'est pas décomptée dans le temps de parole des candidats. Notre rôle, à Jacqueline Baudrier et à moi-même, sera essentiellement de veiller au respect du temps de parole de chacun et puis au bon déroulement du débat. Comme vous nous l'avez demandé, nous nous interdirons naturellement de poser quelques questions que ce soit à l'un d'entre vous. Il faut encore préciser que Roger Benamou, le réalisateur, Jacqueline Baudrier et moi-même avons été choisis en accord avec les deux candidats eux-mêmes et c'est le tirage au sort qui a décidé que le débat va être très bientôt ouvert par M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est pour cette seule raison, d'ailleurs, que M. Valéry Giscard d'Estaing a été nommé avant M. François Mitterrand dans notre présentation. Vous l'avez peut-être remarqué. Et toujours pour respecter scrupuleusement une égalité totale entre les deux candidats, puisque c'est M. Valéry Giscard d'Estaing qui va ouvrir le débat, c'est donc M. François Mitterrand qui aura le dernier mot à la fin pour les conclusions. Comment ce débat va-t-il être organisé ? Les deux candidats ne tiennent pas à s'enfermer dans des structures trop rigides, mais ils souhaitent aussi traiter un certain nombre de problèmes importants, la politique étrangère, les institutions, les libertés, la politique économique et sociale. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion, donc vous avez la parole. Puisque je suis le premier à avoir la parole, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir et de poser la question suivante. Quelle est l'utilité de ce débat? À quoi peut-il servir? Les électrices et les électeurs ont désigné deux candidats pour le second tour de l'élection présidentielle et ces deux candidats sont François Mitterrand et moi-même. Et à cette occasion, je remercie les 8 300 000 électrices et électeurs qui m'ont désigné pour participer à ce second tour. Dans ce débat, il y a quelque chose que nous n'essaierons pas de faire, qui est de nous convaincre mutuellement. Parce que le 19 mai prochain, il y aura de toute façon deux candidats à la présidence de la République, et c'est, je crois, bien ainsi. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'éclairer le choix des Françaises et des Français. Parce que le choix du 19 mai sera un choix très important. Ce sera d'abord un choix fait pour longtemps, pour 7 ans, dans l'état de la Constitution actuelle, et ce sera un choix fondamental. Naturellement, dans le déroulement de la campagne présidentielle, on est amené quelquefois à évoquer toutes sortes de sujets, et à propos de ces sujets, l'attention se disperse. Mais c'est un choix fondamental, car suivant que l'un ou l'autre sera désigné,
La France et les Français ne vivront pas de la même manière pendant les 7 prochaines années. On emploie souvent à cette occasion l'expression de choix de société. C'est une expression un peu abstraite. Je dirais tout simplement que la vie des Français sera différente suivant que c'est François Mitterrand ou moi-même qui seront élus président de la République. Et c'est pourquoi il est très important ce soir, c'est l'utilité de ce débat, d'éclairer votre choix. Et pour éclairer ce choix, en ce qui me concerne, je compte faire ceci. Je consacrerai la moitié du temps qui m'est donné à expliquer ce que je propose de faire pour les prochaines années. Et je consacrerai l'autre moitié du temps qui m'est donné à discuter, à contester les propositions que fait M. François Mitterrand. Alors, c'est à moi de poser la première question, et comme règle, je l'indique à M. François Mitterrand, je lui poserai chaque fois une question pour lui permettre de répondre, et je souhaite qu'il en fasse de même pour que je puisse lui répondre. Ma première question est la suivante. Elle concerne la suite de l'élection présidentielle. Le président Pompidou est décédé le 2 avril dernier. C'est le 19 mai prochain que la France, par application de sa Constitution, aura un président de la République. Si je suis élu président de la République, que ferai-je? D'abord, je désignerai un Premier ministre. Je vous indique tout de suite que le choix de ce Premier ministre, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas président de la République. Et la seconde, c'est que dans la désignation du Premier ministre, je compte tenir compte de la volonté qu'auront exprimée les Français, notamment le 19 mai prochain, et notamment de leur volonté de changement. C'est pourquoi j'attends de connaître le résultat de l'élection pour choisir le Premier ministre. Avec ce Premier ministre, suivant la Constitution, nous composerons un gouvernement. Ce gouvernement sera composé pour l'essentiel d'hommes nouveaux, d'hommes jeunes, et il devra comporter également un certain nombre de femmes. Et ce gouvernement se mettra au travail tout de suite. Il travaillera avec qui? Il travaillera avec la majorité parlementaire. J'ai fait le compte des députés qui soutiennent la candidature de M. François Mitterrand, de ceux qui soutiennent la mienne, et à l'heure actuelle, la majorité, dans le cas de mon élection, représente à peu près 300 députés contre environ 180 députés pour M. François Mitterrand. Donc pas besoin de dissolution, la majorité sera en place, nous pourrons gouverner tout de suite. Et je demanderai au gouvernement de proposer, dans le courant du mois de juin, un programme économique et social garantissant l'emploi, organisant le développement économique et traduisant dans les faits les premières décisions de justice sociale et de réforme sociale que nous avons annoncées au cours de cette campagne présidentielle. Donc, je me résume. Si je suis élu président de la République, dans la semaine qui suivra, la France aura un gouvernement et ce gouvernement, disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale, pourra travailler tout de suite. Alors, la question que je pose à François Mitterrand est la suivante. S'il est élu président de la République, à quelle date la France aura-t-elle à la fois un gouvernement et une majorité permettant à ce gouvernement de travailler? Eh bien, je suis là pour vous répondre, avant de poser moi aussi des questions. La Constitution existe, elle implique des obligations. Ce que vous avez décrit, c'est la réalité de demain. Elle s'imposera à moi comme à vous. Élu le 19 mai, j'aurai donc à choisir un Premier ministre. Je le ferai. J'ai déjà dit, plus avancé que vous dans cette affaire, que je choisirai un député socialiste. Il me semble que j'ai besoin pour gouverner dans une situation qui représentera en effet de grands changements, d'être, comme on dit, sur la même longueur d'onde, en confiance, avec ce député socialiste que je désignerai lorsque le moment sera venu. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de présenter la liste de ses ministres, de constituer le gouvernement. Ce gouvernement sera constitué sur la base de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de toutes les forces politiques qui auront soutenu ma candidature au 2e tour de scrutin. Quelles sont-elles? On les connaît. Nous aurons l'occasion d'en parler plus profondément tout à l'heure avec M. Giscard d'Estaing. Que fera ce gouvernement? Ce gouvernement, il devra présenter un programme. Et là intervient un élément nouveau, dans ce sens que depuis de longues années, les chefs du gouvernement, M. Messmer notamment, et ses prédécesseurs avant lui, n'ont plus jamais présenté de programme à l'Assemblée nationale assorti d'un vote, comme on pourrait dire pour bien se faire comprendre, de confiance. C'est-à-dire que les différents gouvernements n'ont pas véritablement soumis leur programme à l'assentiment du Parlement, ils sont restés à côté
de l'opinion des élus du peuple. Ils ne s'y sont pas intéressés. J'estime qu'il faut revenir à la règle constitutionnelle qui a été appliquée par le général de Gaulle pour ses premiers gouvernements, à savoir que le gouvernement devra présenter son programme et l'Assemblée nationale devra se prononcer sur ce programme. Quel sera ce programme? Essentiellement, puisque nous serons à la fin du mois de mai, il conviendra de s'attaquer d'abord à ce que M. Giscard d'Estaing a jusqu'ici beaucoup négligé, je veux dire à l'inflation, à la hausse des prix. Il faudra véritablement tenter de transformer l'espèce de débandade qui fait que le gouvernement actuel accepte tout et n'importe quoi, de peur peut-être de se compromettre ou de prendre ses responsabilités, ou bien alors parce qu'il estime que l'inflation profite aux intérêts qui lui sont chers. Ce plan anti-inflation sera donc soumis aux députés. Les députés l'accepteront ou le refuseront. Les députés accepteront ou refuseront la majorité que je présenterai, la composition du gouvernement qui aura été pratiquement admise par le Premier ministre et par moi-même. C'est à partir de là que nous saurons ce qui se passera. M. Giscard d'Estaing a fait ses comptes, il les a fait assez larges. Il semble qu'il s'attende à une forte majorité de 300 députés. La majorité absolue, aurait-il pu vous préciser, est de 246 suffrages. Il pense donc qu'il n'y aura pas d'accident parlementaire. En vérité, le trouble qui est consécutif à la mort du président Pompidou, les disputes très profondes de la majorité entre M. Giscard d'Estaing et M. Chaban-Delmas notamment, les séquelles, enfin ce qui reste, ce sont des cicatrices mal fermées. Cela signifie qu'il n'y a plus véritablement de majorité pour personne dans cette Assemblée nationale. Mais enfin, il appartiendra aux députés de choisir. Le gouvernement fera confiance aux députés pour entamer le dialogue abandonné depuis trop longtemps. Et naturellement, un président de la République, si je suis celui-là, signifiera, comme l'a fort bien dit M. Giscard d'Estaing, une capacité de changement. C'est vrai que ce ne sera pas la même chose. C'est vrai qu'il n'y aura sans doute plus, certainement plus, M. Messmer. C'est vrai qu'il n'y a aucune chance avec moi qu'il y ait un 4e gouvernement Messmer. C'est vrai qu'il n'y aura plus la petite valse qui consiste, d'une part, à avoir, comme hier, une majorité UDR républicain indépendant, pour avoir demain une majorité tout à fait transformée. C'est cela le changement sans risque. Républicain indépendant, UDR. C'est vrai que nous n'avons pas la même conception de l'avenir immédiat de la France. C'est vrai qu'après avoir constaté que pendant trop longtemps, certaines catégories sociales minoritaires ont reçu l'essentiel du profit du travail de tous, c'est vrai qu'il faut maintenant que la majorité des Français reçoivent son dû dans la production nationale. Mais de cela, nous aurons le temps de reparler. Il est évident que si l'Assemblée nationale ne devait pas accepter ces propositions, elle serait dissoute. C'est ça, c'est le point important. C'est ça qui, en réalité, que nous attendions. Parce qu'il est certain que l'Assemblée nationale ne pourra pas soutenir le programme que vous proposerez. Vous avez dit que votre gouvernement serait composé à l'image de votre majorité du second tour. Il se trouve qu'en venant ici, j'écoutais la radio dans mon auto et M. Marchais parlait très clairement et indiquait qu'il y aurait, selon lui, 7 ministres communistes dans votre gouvernement. Je serais d'ailleurs intéressé de savoir, puisque vous avez déjà choisi votre Premier ministre, vous êtes en effet en avance sur moi, mais j'attends le résultat du suffrage universel, de savoir si ces 7 ministres communistes, vous avez une idée des fonctions que vous allez leur donner ou ne pas leur donner, parce que ceci intéresse directement les grandes catégories de Français. Mais alors, de façon beaucoup plus précise, il faut que vous disiez si vous avez l'intention de faire approuver votre politique, le programme commun que j'ai apporté ici 2 textes, la Constitution et le programme commun. Si vous avez l'intention de faire approuver ce programme commun par l'actuelle majorité, aucun Français ne le croira. Le débat sur le programme commun, nous l'avons eu l'année dernière au moment des élections législatives. Et on a demandé aux Français d'élire des députés dont certains étaient pour le programme commun et dont certains étaient contre ce programme commun. Ils ont envoyé une majorité, vous le savez très bien, qui est contre le programme commun. Donc vous n'allez pas demander à la majorité élue contre le programme commun de l'approuver. Il faut être net, vous serez conduit à demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, vous y serez conduit en raison d'un engagement qui figure dans le programme commun. Car il est écrit dans ce programme commun ceci, c'est que les partis liés par le contrat de législature, c'est-à-dire les partis qui sont engagés en 1973 à agir ensemble, s'opposeront par le vote négatif de leurs élus à la constitution d'un gouvernement s'appuyant sur une autre majorité que la majorité de gauche issue du suffrage universel. Donc votre premier gouvernement
devra nécessairement, c'est son engagement, ne s'appuyer que sur la majorité de gauche issue du suffrage universel, et vous savez que cette majorité n'existe pas à l'Assemblée nationale. Donc, il faut être clair, un gouvernement avec 7 ministres communistes et une dissolution, voulant dire qu'il ne pourra y avoir de travail parlementaire et donc de programme de lutte contre l'inflation, M. Mitterrand, qu'au plus tôt à la fin du mois de juillet. Il semble que vous ayez besoin de relire la Constitution que vous avez apportée, je l'ai moi aussi d'ailleurs. Elle pourra vous servir La vôtre est plus grosse que le la cas mienne. échéant. Elle comporte des explications qui vous seront utiles. Nous verrons. Je me Pour ce contente qui concerne la Constitution, il semble que vous n'ayez pas une notion très exacte du rôle du président de la République. Le président de la République n'a pas à présenter un programme de gouvernement. D'ailleurs, vous l'aviez dit vous-même en commençant votre campagne il y a maintenant 4 semaines. C'est pour ça que j'ai dit le gouvernement. De telle sorte que le président de la République, pour l'instant il s'agit de cela, a pour mission essentielle de proposer des grandes orientations, de grandes directions, des options à long terme, de dessiner le type de société à laquelle il est attaché, qu'il propose aux Français, à propos desquels il demande leur suffrage. C'est mon rôle, ou ce sera mon rôle, comme ce serait le vôtre. Tout le reste, déjà, veut nous entraîner, mais j'y suis prêt, naturellement, sur la base de la petite politique, à chercher à savoir de quelle façon les gouvernements auront à s'opposer ou à s'accorder avec les parlements au cours des mois prochains. Mais c'est très moi, je vais important, préciser, M. Mitterrand. moi, C'est très important, c'est la vie quotidienne des Français dans les prochains mois. Je vais préciser tout cela, afin que vous sachiez bien, vous aussi, quelles sont les forces sur lesquelles je compte m'appuyer et ce que j'entends faire. Vous avez observé depuis le début de la campagne, sur ce plan-là, une grande discrétion. C'est normal, puisque vous avez limité votre objectif à continuer comme devant, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, le changement sans risque. Pour ce qui me concerne, en effet, je me trouve responsable et suivi, et j'en profite pour remercier à mon tour les 11 millions et 46 000 femmes et hommes de France qui ont voté pour moi dès le premier tour de scrutin. Je me trouve porteur, et j'en sens toute la responsabilité, d'espoir très puissant. Et je sais fort bien que l'Assemblée nationale élue en 1973, il y a un peu plus d'une année, ne correspond pas au schéma politique que je souhaite. Je suis un démocrate, je me suis incliné, demain président de la République. Cela voudrait dire que le peuple, que la masse des citoyens, n'ont pas changé d'opinion sur tout, mais ne supportent plus l'actuelle majorité, ses contradictions, ses méfaits, n'accepte plus d'être traitée comme elle l'est, n'accepte plus que des catégories sociales nombreuses représentant l'immense majorité, des millions d'hommes et de femmes. Laissez-moi le Parlement, laissez-moi vous dire. Vous venez de dire qu'elle ne correspond plus à la réalité politique française. Nous avons un débat précis. Je m'excuse d'avoir à vous répéter que je l'ai déjà dit. Ah bon. Si donc vous voulez bien m'écouter, cela fera gagner du temps à ceux qui nous écoutent. Je l'ai déjà dit et chacun en est témoin. J'attendais que vous Si répétiez. l'Assemblée nationale renverse ce gouvernement, ce qui n'est pas sûr, après tout, quand je vois certains ralliements de part et d'autre, après tout, qui sait, lorsque je vois cela, je dis, eh bien, aux députés de prendre leurs responsabilités. Et à vous-même, puisqu'à ce moment-là, vous ne serez plus député provisoirement, mais enfin vos amis seront dans l'opposition. Vous ferez ce que vous voudrez. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de là, sur la base des orientations du programme commun, que j'ai traduite avec beaucoup de précision dans un plan qui comporte 3 étapes et que j'ai présenté à la presse et à l'opinion publique, cela n'est pas nouveau et vous le savez, un plan de 6 mois qui prétend en effet redresser les erreurs économiques et les drames financiers que vous avez supportés parce que, sans doute, désireux d'être candidat à la présidence de la République, vous n'avez pas voulu assumer vos responsabilités véritables de ministre des Finances. Il nous appartiendra en effet de réparer tous les dommages subis par la France à cause de votre politique. Alors, M. Mitterrand, nous allons parler de la politique économique. Laissez-moi vous dire, vous me posez des questions, je suis. Vous avez déjà de l'avance dans le temps sur Donc, moi. Laissez-moi maintenir une certaine égalité entre Laissez-moi vous dire, Oui. vous me posez des questions sur ce que je ferai, j'en aurai fini dans 30 secondes. Si vous Un plan en 3 étapes. La première étape sera nécessaire pour compenser les dommages de votre politique. Et bien ensuite, j'espère bien que nous nous attaquerons aux structures afin de permettre une politique de progrès, celle qui n'a pas été faite pendant trop longtemps. Alors je commence par noter, c'était la première question que vous avez posée, c'était assez long d'obtenir la réponse, il faut le reconnaître, que La réponse la première a été donnée dès les décision... premières minutes, M. Giscard d'Estaing, et j'en prends à témoin ceux qui nous ont écoutés. J'ai tout de suite dit que l'Assemblée nationale serait dissoute si elle renversait le gouvernement.
Bon, et vous avez dit Et ensuite... chacun en est témoin, c'est Non, inutile non, d'essayer de... Vous avez dit détourner. ensuite que cette Assemblée nationale ne correspondait plus, n'est-ce pas, à la volonté des Français. Vous avez flétri en termes sévères l'attitude de ses membres, et je pense que comme vous êtes respectueux de la représentation nationale, après l'avoir condamnée dans ces termes, vous n'allez pas imaginer ou demander à cette Assemblée nationale de soutenir une politique contraire. Vous avez dit que la représentation nationale ne correspondait plus à ce que vous souhaitiez ou à ce que souhaitait la majorité de l'opinion française. Si je suis élu, ce sera évident. Bon, alors si vous êtes élu, ce sera évident, et donc vous dissoudrez l'Assemblée nationale. Alors la chose simple, Si elle renverse le gouvernement, faut-il vous le répéter une fois de plus? Non, si elle est ce qu'elle est, monsieur Si elle renverse le gouvernement. Oui, naturellement. C'est la Constitution. Lisez-la. Si elle renverse le gouvernement, vous n'êtes Vous devriez moderniser vos lectures. Lisez la Constitution. Monsieur Mitterrand, alors s'il fallait lire la Constitution, je vous indique que ce n'est pas le cas. Car le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'en a pas l'obligation. Et donc ne dites pas s'il renverse le gouvernement, dites si je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ne me donnez pas un cours de droit constitutionnel. J'ai lu la Constitution autant que vous, avec cette différence que comme je l'ai adoptée, je la connais par l'intérieur, alors que vous l'avez combattue, vous la connaissez par l'extérieur. Mais pas toujours respectée, je pourrais le démontrer. En ce qui concerne donc l'exercice du pouvoir en France, les fonctions gouvernementales en France, j'ai dit quelque chose de simple. Si je suis élu président de la République, la France aura un gouvernement dans la semaine qui suivra l'élection présidentielle, et ce gouvernement aura une majorité, parce que je ne répudie pas la majorité actuelle et je compte travailler avec elle. Vous avez dit que je ne proposais pas de changement à cet égard. Monsieur Mitterrand, j'ai dit dès le début de ma campagne électorale, que vous n'avez peut-être pas suivi non plus, que je me proposais de faire participer à cette majorité le centre démocrate et les réformateurs. Et j'ai donc étendu la majorité présidentielle française plus loin qu'elle n'a jamais été étendue jusqu'ici. Et effectivement, ça correspond à peu près à 300 députés dans le Parlement actuel. Ce qui veut dire donc qu'au début juin, la France aura un président de la République, un gouvernement, un Parlement. Alors que j'ai noté que dans l'hypothèse de votre élection, la France aura un président de la République, elle aura un gouvernement. Le conflit entre le gouvernement et la majorité telle que vous l'avez décrite veut dire qu'il y aura de nouvelles élections, que ces nouvelles élections prennent, vous le savez, aux alentours d'1 mois et demi, d'après nos textes constitutionnels, et donc on ne pourra se mettre au travail en France qu'à la fin du mois de juillet. C'était le point que je voulais indiquer très clairement à l'origine de notre débat. Il me semble, M. Giscard d'Estaing, que depuis 4 semaines, en tant que ministre des Finances, vous ne faites plus grand-chose. Eh bien, vous me reprochez en tout cas de faire ce que je fais, puisque j'ai noté que vous critiquiez de recevoir qui je recevais, M. Mitterrand. Je n'ai rien dit de tout cela. Je n'ai rien dit de tout cela. Je ne suis pas intervenu sur ces choses. Je constate simplement qu'après avoir averti les Français à la veille de la campagne présidentielle, sans savoir naturellement ce qui résulterait de l'état de santé du président Pompidou, vous aviez indiqué qu'il fallait beaucoup de courage, beaucoup d'esprit de décision et des mesures absolument nécessaires et importantes. Et depuis ce moment-là, comme vous êtes candidat, vous n'avez plus rien fait. Donc, entendons-nous bien là-dessus. Erreur totale. Ce que je voudrais, deux séries de mesures à prendre. Je voudrais revenir à votre question. Non, lorsque vous mettez en cause, je vous répondrai. Je voudrais revenir à votre question. Dialectique, j'invoque la charte des libertés, M. Mitterrand, pour vous répondre. Vous me mettez en cause, je vous réponds. C'est la moindre des choses. Vous avez 45 je ne sais pas minutes. quelle idée vous avez de la vie publique, mais lorsque je mets en cause quelqu'un, je lui laisse le temps de me répondre. Vous m'avez mis en cause. Concernant le programme de lutte contre l'inflation, il contenait deux séries de dispositions. Certaines de ces dispositions devaient être législatives, et donc il fallait les faire voter par le Parlement. Il est évident que nous ne pouvons pas faire voter par le Parlement, qui ne siège pas à l'heure actuelle, des dispositions législatives. Les autres dispositions étaient administratives, elles sont en cours. En quoi consistaient-elles? Elles consistaient à passer un certain nombre de contrats avec des organisations représentant les producteurs ou avec des organisations représentant les distributeurs, de façon à modérer la hausse des prix. Eh bien, ces négociations, ces conversations ont eu lieu, ces accords ont été passés ou sont en train d'être passés. Et concernant des problèmes très importants, M. Mitterrand, nous nous en occupons quotidiennement. Je vous citerai le cas de l'agriculture. Nous avons pris avec le ministre de l'Agriculture récemment, et encore ce matin, c'est vous qui me le faites évoquer, des mesures qui intéressent par exemple la situation des producteurs de lait ou la situation des producteurs de viande, parce que ce sont les secteurs en difficulté pour lesquels des mesures devaient être prises. Concernant les décisions qui ont été prises par l'Italie, car l'Europe, vous le savez, est à l'heure actuelle en crise. L'Italie, le Danemark ont pris des mesures restrictives à l'importation. Nous nous en sommes occupés aussitôt, et j'ai fait savoir au président du Conseil des ministres en exercice, qui est mon collègue d'Allemagne fédérale, que s'il souhaitait
réunir les ministres des Finances, j'étais à sa disposition pour le faire, et notamment mardi dernier, s'il nous avait convoqués. Donc je m'occupe activement de cette affaire. Vous iriez à cette réunion, bien ce entendu, que vous avez négligé de faire lorsqu'on a discuté de la revalorisation de l'or récemment. Erreur, M. Mitterrand, enfin, c'était une réunion qui n'était pas une réunion officielle. Non, permettez-moi de vous lorsqu'on dire... avance, ça n'était pas une réunion officielle des ministres des Finances, c'était une réunion privée à laquelle le gouvernement français était représenté par le gouverneur de la Banque de France et par le directeur du Trésor. Et puis vous aviez autre chose à faire. Mais pour ce qui concerne le changement, au fond, après vous avoir écouté, il me semble qu'il se borne à l'acquisition de M. Le Canuet. Et des réformateurs. M. Le Canuet était Et des réformateurs, semble-t-il. M. Le Canuet est Et puis de centre-démocrate. l'extrême droite. Vous n'avez plus d'ennemis à droite. Très bien. Mais c'est bon à savoir. Vous êtes en effet le candidat qui recherche l'accord de M. Le Canuet, qui est un homme tout à fait respectable, afin d'élargir votre majorité, et après avoir fait le plein des voix de la droite, de l'extrême droite, et d'une certaine extrême droite qui peut paraître inquiétante à un républicain. Au premier tour de républicain. l'élection présidentielle, l'extrême droite était représentée. Elle était représentée par M. Le Pen et par certains autres Il semble candidats. qu'elle vous ait facilement rejoint. Je n'ai jamais négocié, je n'ai eu aucun contact avec ses représentants. En tout cas, votre majorité est élargie des deux bouts vers M. Le Canuet, qui attendait cela, et d'autre part vers l'extrême Elle n'est droite. pas élargie, On il la y a connaît. disparition des candidats. La mienne repose, elle a été franche dès le premier jour, un certain nombre d'organisations politiques et syndicales, beaucoup de Français qui se sont retrouvés dès le premier tour de scrutin, et davantage encore, si j'en juge, par l'évolution de l'opinion publique telle qu'on me l'a traduit. Alors, peut-être pourrions-nous avancer, et pourrais-je à mon tour poser des questions? Volontiers. Voyez-vous, Monsieur Giscard d'Estaing, je pense que notre débat, qui est naturellement peut-être vif, c'est un peu dans la nature des choses, c'est un débat difficile. Nous y mettons, je pense, beaucoup de sincérité. Nous pourrions y mettre de la passion. L'objet même de l'enjeu en vaudrait la peine. Mais je crois que nous sommes ici aussi pour informer, pour faire comprendre, pour dialoguer avec la France, et donc avec les Français. Et il y avait un mot important dans vos premières phrases. C'était lorsque vous avez dit ce ne sera pas la même chose. On ne pourra pas aborder les problèmes de la politique de la même manière. Je l'ai même noté au moment où vous l'avez dit. Et je pense que je ne dirais pas notre intérêt à nous deux, je pense que l'intérêt de notre pays, c'est que le débat soit clair. Et je voudrais vous faire comprendre, dès maintenant, à vous-même, que c'est avec beaucoup de gravité que je m'adresse à vous. Quoi qu'il advienne, de toute façon, vous resterez très représentatif des forces politiques qui vous soutiennent, que moi je classe de la façon que vous savez, je l'ai dit, mais vous faites partie de la France et vous représentez un courant important de la vie nationale. Donc vous ne pouvez pas vous abstraire du grand problème qui nous est posé. Et quand vous me parlez, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de programme, lorsque vous avez voulu m'entraîner sur un certain nombre de terrains qui me paraissaient tout à fait extérieurs à notre discussion, j'avais envie de vous dire, est-ce que le vrai sujet n'est pas de savoir si, après l'élection du président de la République, les Français vivront mieux, autrement, d'une façon plus juste, avec plus de chances de participer au progrès du pays. Et c'est là que je voudrais parler d'une façon simple et claire. Voyez-vous, le changement sans risque dont vous avez parlé, il est sans risque, naturellement, pour des gens comme vous. Mais pensez maintenant... Qu'appelez-vous, M. Mitterrand, des gens comme vous? C'est-à-dire à des gens qui appartiennent à une certaine caste sociale, qui n'ont pas, en effet, à se trouver affrontés, comme le sont la plupart des femmes et des hommes qui ont voté M. pour Mitterrand, moi. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. À des problèmes, je vous en prie. Nous représentons, je vous interromps, Je vous en nous prie. représentons l'un et l'autre nos électeurs. Nous représentons nos électeurs. Exactement. Je voudrais vous faire représente des comprendre... électeurs qui sont aussi modestes que les vôtres. Eh bien, nous allons et qui en m'ont parler. apporté leur confiance Eh bien, dans les mêmes peut-être, conditions. dans ce cas-là... Je ne veux pas vous laisser, parce que, en effet, c'est une présentation très habile, une présentation très politique des choses, de laisser croire que vous représentez la catégorie des travailleurs et que je représenterai une autre catégorie favorisée ou privilégiée. M. Mitterrand, quelques exemples. Dans les élections de dimanche dernier, vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est une ville qui a une des plus grandes usines de France et qui a une municipalité socialiste. Et c'est une ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien et qui donc sait ce que je suis et ce que je représente. Eh bien, vous avez noté comme moi que la ville de Clermont-Ferrand m'a donné plus de voix qu'à vous. Et il y a des travailleurs à Clermont-Ferrand, M. Mitterrand. Vous avez dû noter que dans 2 des 3 plus grandes villes de France, Paris et Lyon,
Je suis, malgré le nombre des candidats, et en particulier le fait qu'il y avait un autre candidat issu de la majorité, M. Chaban-Delmas, j'ai eu plus de voix que vous, à Paris et à Lyon. Il n'y a pas de travailleurs, M. Mitterrand, à Paris et à Lyon, il n'y a que des privilégiés. Alors je ne veux pas laisser dans ce débat glisser cette insinuation ou cette présentation politique qui est de faire croire qu'il y a la France qui travaille, qui vous soutient, et la France qui ne travaillerait pas ou moins, qui me soutiendrait. Nous avons chacun le droit de représenter la France qui travaille. Il y a une politique qui défend la France qui travaille et que j'entends représenter, et une politique qui leur nuit et qui sert les intérêts des classes privilégiées, et c'est la vôtre. Et c'est tout le problème. Caricature. C'est une caricature que les Français ne reconnaîtront pas. Eh bien, essayons d'approfondir cette discussion. C'est la plus importante. Non, il ne faut pas procéder par affirmation. Je vais le démontrer si vous m'en laissez le temps. Il faut mettre ses conclusions à la fin de sa démonstration et pas au début. Car il n'y aurait pas eu 8 300 000 voix qui seraient portées sur mon nom si votre analyse était exacte. Il ne faut pas procéder par des affirmations, on glisse dans l'esprit des gens ensuite une interprétation de cette nature, et puis il est plus facile d'apporter la démonstration. Alors apportez la démonstration de ce que vous dites, et moi je vais vous apporter la démonstration du contraire. La démonstration, vous l'avez apportée depuis 10 ans. C'est la difficulté de votre situation. Car lorsque vous parlez du changement, moi j'ai toujours envie de dire, au fond, le changement, qu'est-ce que c'est? C'est de faire ce que vous n'avez pas fait. Et qui peut le faire? D'autres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Or, vous m'avez parlé de Clermont-Ferrand, tout de même, si à Clermont-Ferrand, vous n'avez pas donné la majorité, quand on pense et quand on sait quelle est l'espèce de satisfaction locale qu'on peut éprouver à l'égard de l'homme politique important. Et à Paris. Est-ce que vous voulez que nous fassions le compte, M. Giscard d'Estaing, de l'ensemble des villes de France et des départements de France où je suis arrivé largement en tête? C'est tellement écrasant, à l'exception en effet du centre de Paris, mais pas à l'exception de tout son entourage, quand on sait de quelle façon la ville de Paris a été vidée de beaucoup de ceux qui l'habitaient au bénéfice de bureaux d'administration et de quartiers résidentiels, nous pourrions en parler. Mais cela risque de nous entraîner bien loin. Ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes depuis de longues années responsable des affaires principales de la France. Et qu'à ce titre, c'est une politique qu'il s'agit de juger. Et nous avons le moyen de la juger puisqu'elle remplit les actes de la vie nationale, en tout cas depuis 1969 et sans interruption. Alors lorsque vous me dites essayons, d'abord d'apporter des faits avant de tirer des conclusions. Moi, je tirais des conclusions de tant d'années de faits que je pensais y être autorisé. Bien alors, on va préciser. Voyez-vous, lorsque vous dites, et je reprends mon raisonnement, changement, et que moi je vous réponds, c'est de faire ce que vous n'avez pas fait. On peut penser, par exemple, à des gens qui habitent dans une HLM, par exemple, un F4, et qui payent un loyer de combien? 737 francs, avec les charges locatives, qui sont très lourdes, et plus lourdes encore depuis les augmentations du fioul. C'est-à-dire plus des 2/3 du SMIC. Lorsque la ménagère, la mère de famille, qui s'intéresse à notre débat ce soir, M. Giscard d'Estaing, s'intéresse à notre débat, elle est là, et elle a besoin qu'on lui parle de choses pratiques. Quand on parle de progrès, quand on parle de changement, elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit que lorsqu'elle va au marché, elle aperçoit qu'en dépit de l'indice des prix qui est déjà très effrayant, car comme vous le savez, si la courbe continue telle qu'elle a commencé au cours du premier trimestre de cette année, d'après les chiffres de l'INSEE, elle atteindra 17% d'augmentation cette année. Et lorsqu'elle achète son huile, par exemple, qu'elle constate qu'en 1969, elle payait, de 88 et aujourd'hui 6 francs 65, une augmentation qui, je crois, doit dépasser 130%. Bon, d'où vient cette huile, M. Mitterrand, puisque vous voulez prendre des exemples précis, d'où vient cette huile? Elle vient de l'arachide, qui est d'un pays extérieur. Bon. Malheureusement, les producteurs d'huile qui n'ont pas vendu leur huile venant de l'extérieur ont aligné leur prix sur la première, ce qui prouve bien la façon dont vous encouragez, ou plutôt dont vous laissez faire, je veux bien le croire, l'alignement des prix sur les autres, même quand il n'y a pas de réalité dans l'échange économique. Parfaitement. La production d'huile d'arachide est entièrement importée, M. Mitterrand. D'arachide, un très mauvais exemple. Un très mauvais exemple. Prenez un exemple de produit français. Vous savez fort bien. L'arachide, nous n'y pouvons rien. Vous connaissez le Sénégal comme moi. Vous savez d'ailleurs que les prix de l'arachide ont été déprimés. Vous savez bien et que c'est un pays qui a pu remonter. Vous savez bien que toute huile, d'où qu'elle vienne, même lorsqu'elle ne vient pas de l'étranger, se trouve alignée sur le même prix.
Ce qui revient à dire que même lorsqu'il n'y a pas l'explication que vous donnez, de toute façon, on va à la hausse et vous n'y faites rien. Eh bien, la ménagère, la mère de famille, lorsqu'elle se rend compte, lorsqu'elle achète le lait, lorsqu'elle achète tous les produits qui sont de première nécessité, ensuite, lorsqu'elle se rend compte des immenses difficultés qu'elle a, par exemple, lorsqu'elle habite dans un quartier éloigné pour placer son enfant dans une école maternelle, lorsqu'elle arrivera à la fin des études de cet enfant, les immenses difficultés qu'elle aura pour lui voir obtenir un premier emploi. Lorsque le garçon ou la fille aura obtenu un diplôme d'un institut technologique, on ne lui aura pas reconnu les équivalences nécessaires, il sort de l'université, de l'école du peuple, alors naturellement il est moins bien soigné que s'il sortait d'une école commerciale vers laquelle on aura dirigé quelques subventions, et à partir de là, c'est l'angoisse quotidienne. De la même façon, vous avez parlé, j'en ai parlé naturellement, c'est très important pour la France, les personnes âgées. Je leur ai dit dès le premier jour que je comptais doubler le minimum d'augmentation vieillesse, pouvant aller donc jusqu'à 21 francs 30 par jour. Vous avez d'ailleurs vous-même estimé qu'une mesure de ce genre était indispensable. Vous n'avez pas précisé exactement la date, sinon sur la première année d'un mandat présidentiel. Vous n'avez pas non plus indiqué quelles ressources seraient les vôtres, mais enfin, vous avez promis 20 francs. Et vous avez cru tout dire. Or, en réalité, tous ceux dont nous parlons, ils souffrent de beaucoup d'autres choses, M. Giscard d'Estaing. Je le sais parfaitement. Et le changement qu'ils attendent, le changement, pour eux, le risque, si vous permettez, j'en aurais fini, pour eux, le risque, pour eux, c'est que cela continue comme cela a commencé. Or, l'explication, c'est que vous n'avez pas consacré aux équipements sociaux, l'hôpital, la maison de retraite pour les personnes âgées, l'école, les sommes que vous auriez pu leur consacrer après avoir constaté la richesse de la France. La richesse de la France, qui est le fruit du travail de tous, est confisquée par une minorité. C'est ce que je voulais dire. Alors, monsieur, avant que vous ne répondiez, je voudrais simplement vous indiquer à l'un et à l'autre que nous avons passé un petit peu plus d'une demi-heure. Je tiens à votre débat. Et M. Mitterrand a parlé quand même 4 minutes de plus que M. Giscard d'Estaing. C'est pourquoi je vais écouter maintenant. M. Mitterrand a dit d'ailleurs à l'instant une chose que je suis obligé de rectifier, qui n'est pas exacte. Le doublement du minimum vieillesse ne conduit pas à 21 francs. Le doublement, si on faisait le doublement, conduirait à 28 francs 40, car actuellement le minimum vieillesse est de 14 francs 20 par jour. C'est un détail, mais c'est un détail important. Alors, M. Mitterrand a recensé les difficultés quotidiennes des Français. Ces difficultés quotidiennes des Français existent naturellement. Le gouvernement, moi-même, nous sommes efforcés au cours des dernières années de remédier à ces difficultés quotidiennes des Français. Et ce que nous voulons faire, c'est d'apporter des solutions plus larges et plus amples encore à ces difficultés. Alors M. Mitterrand part d'un raisonnement. Sur le passé, j'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible, il parle toujours du passé. L'élection présidentielle, pourtant, c'est le choix des 7 prochaines années. Ce n'est pas le choix des 7 dernières années. Alors il considère que le progrès économique de la France n'a pas profité aux travailleurs de ce pays. Naturellement, chacun sait que c'est faux. La question est de savoir si ce progrès aurait pu profiter davantage aux travailleurs de ce pays. Alors, quelques exemples pour montrer que c'est faux. Entre 1962 et 1973, il y avait en 1962 24% d'ouvriers qui possédaient une voiture automobile. Et en 1973, il y en a 90%, c'est chose heureuse, positive, qui remontre le progrès, en réalité, du niveau de vie français. La télévision, vous qui nous regardez, en 1960, parmi les ménages ouvriers, il y avait 14% de Français qui avaient la télévision. À l'heure actuelle, il y a 83%, c'est-à-dire la même proportion que dans la catégorie des cadres supérieurs. Ce qui montre bien qu'il y a eu, et c'est heureux, c'est naturel d'ailleurs, un progrès considérable du niveau de vie en France. Mais alors, M. Mitterrand a l'air de dire que dans la répartition de cette richesse économique créée, nous n'avons fait aucun effort pour que cette richesse aille vers les plus défavorisés. Là aussi, quelques exemples. La création du SMIC, elle remonte à 1969, M. Mitterrand, le SMIC n'existait pas avant. Et les gouvernements successifs de ceux dont vous parliez, c'est-à-dire M. Chaban-Delmas, M. Messmer, ont fait progresser le SMIC beaucoup plus rapidement au cours des dernières années que la moyenne des revenus en France. L'effort en ce qui concerne les personnes âgées, au cours des 18 mois, a été le plus important en pourcentage qui ait jamais été réalisé. Et donc, il y a eu un effort actif de
meilleure répartition des ressources en France. Et le problème, c'est d'accentuer cet effort, de le poursuivre, et non pas du tout de revenir en arrière pour discuter sur ce qui aurait pu être fait, d'autant plus facilement, M. Mitterrand, que l'on ne portait pas le poids des choses. Car il est très facile, en effet, lorsqu'on a été éloigné du pouvoir, qu'on n'a pas connu les crises intérieures ou extérieures, les difficultés monétaires, les incertitudes de l'inflation mondiale en 1972-1973, de procéder à une sorte de discours distributif où l'on répartit une richesse que l'on n'a pas créée soi-même. Concernant l'emploi, vous parlez de l'emploi des jeunes. Bien, concernant l'emploi, il faut savoir que depuis 1969, c'est un chiffre très frappant, il a été créé en France, je ne dis même pas j'ai créé, je ne prétends pas du tout que ce soit moi, il a été créé en France plus d'1 200 000 emplois, c'est-à-dire plus que dans les 70 années précédentes. Et ceci a permis de maintenir en France une situation de plein emploi. Vous pouvez participer à cette campagne présidentielle en France sans parler de chômage, alors que si vous participez à une campagne électorale, par exemple en Grande-Bretagne, ce serait le problème numéro 1. Et pour moi, le problème, c'est d'accentuer ce progrès économique et social de la France. Et c'est pourquoi j'ai désigné dès le départ dans cette campagne présidentielle les catégories vers lesquelles un effort important devait être accompli. J'ai étudié, par exemple, le niveau de consommation des différents groupes sociaux français, c'est-à-dire les travailleurs, les agriculteurs, les salariés agricoles, les cadres, les commerçants et les artisans, et ce qu'on appelle les inactifs, et qui sont les personnes âgées. Eh bien, d'abord, on constate qu'au cours des dernières années, l'écart entre les niveaux de consommation de ces groupes s'est resserré au lieu de s'accroître, c'est-à-dire qu'il y a eu un resserrement des écarts dans la société française. Mais j'ai constaté que le groupe qui avait le niveau de ressources qui était à l'heure actuelle le plus en retard, c'était le groupe des inactifs, c'est-à-dire celui des personnes âgées. Et c'est le motif pour lequel j'ai mis en tête de mon programme, effectivement, des mesures concernant les personnes âgées. Mais je vous dirais, M. Mitterrand, qu'on ne peut poursuivre le progrès social de la France, comme je souhaite le faire, parce que vous parlez toujours de moi comme ministre des Finances. Naturellement, j'étais ministre des Finances, de même que vous avez été dans le passé, vous-même, titulaire de plusieurs portefeuilles ministériels. À partir du moment où je suis candidat à la présidence de la République, ce qui compte, c'est ce que je ferai comme président de la République. Et je compte saisir à bras-le-corps le problème de la transformation sociale de la société française. Parce que les hommes de ma génération savent parfaitement que c'est un problème essentiel, qu'il est au centre de tout. Et je compte y apporter la même ardeur et la même activité que j'ai déployée sur d'autres sujets lorsque j'étais ministre des Finances. Mais par contre, je sais très bien que ce progrès social de la France, nous ne pouvons le faire que dans une France prospère et non pas dans une France désorganisée. Et j'ai noté que vous étiez très discret, justement. Vous ne parlez jamais du futur parce que vous ne pouvez pas parler du futur. Car dans votre programme, il y a la désorganisation de l'économie française. Et il y a la désorganisation de deux manières. D'abord à court terme et ensuite à plus long terme. À court terme, parce que les mesures que vous comptez prendre dès le départ désorganiseront l'économie française. Et d'ailleurs, sur ce sujet, vous êtes toujours incertain ou imprécis. Je parle, par exemple, du premier programme de nationalisation. Le premier programme de nationalisation désorganisera en profondeur l'économie française. Et je ne parle pas là de ceux qui seront touchés par ces nationalisations. C'est un aspect des choses. Je parle du désordre économique. Votre futur Premier ministre, je ne sais pas si c'est lui, M. Gaston Defferre, a écrit hier qu'il n'y aurait que 9 nationalisations au début. Vous savez très bien que c'est inexact. J'ai là le programme sous les yeux. Il y a 9 nationalisations industrielles et il y a ensuite la nationalisation de secteurs entiers, comme le secteur du crédit, comme le secteur des assurances, comme le secteur des sociétés de portefeuille. Donc ce n'est pas 9 nationalisations, c'est bien davantage. Et dès le départ, vous créerez le désordre des structures économiques en France, sans aucun profit, ni pour le progrès économique, ni pour le progrès social. Il n'y a pas un Français, à l'heure actuelle, qui puisse croire que c'est en collectivisant l'économie française qu'on accélérera son développement. Et si je prends votre programme à court terme, votre programme des 3 mois, alors d'abord, vous créez le déficit budgétaire tout de suite. Vous n'attendez pas, vous le créez, mettons 6 mois. Alors vous créez le déficit budgétaire sur 6 mois, soyons précis, au lieu de 3 mois. Ça fera 2 fois plus de durée pour le déficit budgétaire. Et vous le créez tout de suite. Vous ne vouliez pas me répondre d'habitude sur ce sujet, car dans votre programme, il y a des dépenses. Et ces dépenses ne sont pas financées. Et ensuite, il y a un emprunt. Alors je me suis dit, l'emprunt servira à financer les dépenses. Pas du tout, car vous avez dit par la suite, notamment à Toulouse, que votre emprunt serait dépensé. Donc il y aura des dépenses budgétaires non financées et il y aura un emprunt dépensé. Ce qui veut dire que dans les 6 premiers mois, vous recréez aussitôt, et d'ailleurs je le crois, le déficit budgétaire. Et vous proposez une autre mesure sur laquelle je souhaiterais vous expliquer, parce que nous ne l'avons jamais fait jusqu'ici, une mesure surprenante, qui est la réévaluation du franc.
Alors je vous pose la question suivante, Monsieur Mitterrand. Pourquoi voulez-vous essayer de réévaluer le franc? Pour qui, en réalité? Et comment comptez-vous le faire? La première partie de votre exposé, vous en aviez bien le droit puisque j'avais pris un peu d'avance sur vous. Vous m'avez répondu en m'expliquant que les catégories sociales les plus modestes avaient plus profité que je ne le croyais du progrès social. Je maintiens ce que je disais, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent sont juges. Je m'inscris en faux, cependant, de façon la plus précise, contre le fait, ou votre affirmation, que le SMIC aurait été augmenté davantage que le salaire moyen. C'est le contraire qui s'est produit. J'ai là les chiffres, d'ailleurs, et les références. Le SMIC, qui était de 64% du salaire moyen en 1950, n'est plus aujourd'hui que de 53%. L'évolution. En quelle année, M. Mitterrand? En 1950. Mais il n'existait pas. L'évolution, c'était le SMIC. Ça n'a aucun rapport. C'était le SMIC. Deux notions. Je vous en prie, ne faites pas ce genre de choses, ne vous abaissez pas à cela. Pas du tout. Nous savons très bien de quoi nous parlons. M. Mitterrand, il faut parler de choses précises. Le salaire moyen depuis 1969. Baisse régulièrement. Le SMIC est une autre notion. Il y a eu une hausse entre 68 et 69, pour des raisons d'ailleurs que vous savez, qui découlent en particulier des accords de Grenelle. Et en vérité, depuis lors, il baisse par rapport au salaire moyen. J'en prends à témoin tous les journalistes spécialisés qui nous écoutent et qui le démontreront. L'évolution du pouvoir d'achat des salaires est plus lente que chez tous les membres de la communauté économique européenne, sauf la Grande-Bretagne. Et j'ajoute que pour reprendre le thème du changement sans risque, M. Giscard d'Estaing, pour les agriculteurs dont vous avez parlé, 800 000 exploitations moyennes ou petites agricoles qui ont disparu au cours de ces dernières années. On a même calculé, le chiffre est exact, 6 par heure disparaissent aujourd'hui. C'est ça la sécurité. Et vous pensez que le changement, ce n'est pas précisément que cela ne continue pas. Et ça a été le cas avec votre gestion. Vous savez combien ont disparu de commerces d'alimentation au cours de ces dernières années, disons depuis 9 ans? 50 000. Combien de petites et de moyennes entreprises? 60 000. Combien de petites et de moyennes entreprises ont fermé au mois de janvier de cette année 1974? Combien? 1740. Savez-vous combien de grandes surfaces sont installées? Vous avez déjà cité ce chiffre. Je me permets de vous donner. Non, c'est très important. Vous avez déjà cité ce chiffre. Je ne vous ai pas interrompu. Et je me suis assuré qu'il était faux. J'aimerais vous rappeler l'idée que vous vous faisiez de la liberté, l'idée que vous vous faisiez avant de m'interrompre de la liberté d'expression. Oui. Je vous renvoie le compliment. À partir du moment où nous discutons de chiffres, et nous sommes à égalité de temps de parole, à partir du moment où nous discutons de chiffres, il faut discuter de chiffres exacts. Vous aviez annoncé ce chiffre du nombre de faillites. Il m'a préoccupé. J'ai regardé est-ce que c'était exact. Et j'ai constaté que ça n'était pas le nombre de faillites qui avait eu lieu, c'était le nombre de faillites prononcées au point de vue judiciaire et qui tenaient à des raisons de procédure qui fait que pendant les mois de novembre et de décembre, on n'avait pas effectivement prononcé du point de vue judiciaire les faillites correspondantes. Ce n'est donc pas des fermetures d'entreprises, c'est des faillites judiciaires prononcées et d'ailleurs, après le mois de janvier, ce nombre est redevenu normal et a diminué fortement en février et en mars. Mais je vous répète, M. Mitterrand, vous cherchez à égarer cette discussion sur le passé. Les Françaises et les Français ne veulent pas refaire l'élection de 1965. Ils veulent faire l'élection de 1974. Ce qui les intéresse, c'est de savoir où nous conduirons l'économie française, où nous conduirons le progrès social de la France. C'est cela qui m'intéresse, et non pas de revivre dans une séance rétrospective ce qui s'est passé en France au cours des 10 dernières années, que vous critiquez et dont j'assume, pour ma part, solidairement avec d'autres, la responsabilité. Alors parlons de ce que nous ferons. Et expliquez-moi pourquoi vous voulez recréer un déficit budgétaire et pourquoi et comment vous voulez réévaluer le franc. Changer, c'est ne pas continuer comme avant. Et avant, c'est maintenant. Vous êtes encore ministre des Finances. Il s'agit donc de savoir si il faut vous garder pour continuer cette politique que je viens de décrire, ou bien s'il faut changer. On ne change pas de politique sans changer les hommes. Et j'insisterai beaucoup sur ce point parce que c'est capital. Lorsque vous parlez de telle ou telle catégorie sociale, vous l'avez fait souvent, les cadres, lorsqu'on parle encore des commerçants et des artisans, lorsque je constate par exemple qu'en 1963, il y avait 108 supermarchés.
En 1974, 2574. Et ce n'est pas en raison de vos récents arrangements avec M. Royer qu'en vérité, la Commission nationale pour l'urbanisme commercial verra ses pouvoirs accrus, comme l'avait demandé le Sénat, par rapport à la décision souveraine du ministre. Et comme le ministre en question, le ministre des Finances, le contrôle généralement, je n'ai pas confiance. De la même façon, tenez, je vais vous prendre un exemple d'une situation qui ne peut pas continuer, puisque nous parlons des commerçants et des artisans. Songez qu'à la suite d'une loi qui a été votée au mois de novembre 1973 et qui a accordé le droit à la retraite, comme vous le savez, aux conditions de 65 ans, pour les anciens combattants et les anciens prisonniers de guerre, à 60 ans, cette loi, qui n'a d'ailleurs pas été appliquée correctement par vos services et par vous-même, puisqu'un décret de 1974, au mois de janvier, a pratiquement reporté jusqu'en 1977 la possibilité d'appliquer des mesures qui étaient de simple humanité et d'intérêt social évident. Et vous avez même inséré une discrimination dans l'article 2 de ce décret, en application tout à fait falsifiée de la loi en question, en remarquant et en excluant les commerçants, les artisans, les travailleurs indépendants, comme les travailleurs agricoles, de la possibilité d'avoir cette retraite à 60 ans dans les conditions que je viens de dire. C'est-à-dire que, j'en ai fini avec cela, je veux simplement dire que le changement, c'est ne pas vous permettre de continuer une politique antisociale. Pour le reste, je vais vous répondre. Vous m'avez posé deux questions, elles sont importantes et elles méritent en effet que nous nous y arrêtions. Elles concernent l'une les nationalisations et l'autre la réévaluation du franc. Eh bien, parlons des nationalisations, si vous le voulez bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai apporté la Constitution, car je me permettrai de vous rappeler ce que vous avez souvent oublié, c'est que dans toutes les philippiques que vous lancez contre les nationalisations, lorsque vous expliquez que c'est l'enfer, pour reprendre une expression qui n'est pas de vous, que c'est en vérité la faillite, que c'est en même temps nier la capacité de notre marché de se développer, que c'est la fin des investissements, que c'est la ruine du secteur privé, je me permets de vous indiquer que la Constitution de 1958, reprenant le préambule de la Constitution de 1946, et là les fiches, je vais vous le passer, vous pourrez contrôler et en même temps l'apprendre, il est écrit cela: tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité nationale. Et c'est en raison de ce principe constitutionnel qui figure dans notre préambule que le général de Gaulle, le 4 et 5 mars 1945, devant l'Assemblée de l'époque, a prononcé un discours dont le titre était ainsi rédigé « L'État doit tenir les leviers de commande », et dans lequel il disait, contre votre avis d'aujourd'hui, oui, nous affirmons que c'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources d'énergie, charbon, électricité, pétrole, ainsi que les principaux moyens de transport, ferrés, maritimes, aériens, et des moyens de transmission dont tout le reste dépend. C'est son rôle d'amener la principale production métallurgique au niveau indispensable. C'est lui qui doit disposer du crédit, nationalisation des banques, de manière à pouvoir diriger l'épargne nationale vers les vastes investissements qu'exigent de pareils développements et d'empêcher que des groupements d'intérêts particuliers, vous entendez à distance ces mots, puissent contrarier l'intérêt général. Eh bien, moi, je prétends que même dans un régime capitaliste libéral, plus avancé que le nôtre, je pense aux États-Unis d'Amérique, il y a des lois antitrust qui ont parfaitement compris que la règle même de ce capitalisme, c'était la loi de la concurrence. Et que dès lors que des ententes sur les prix, sur les productions, sur les ventes se pratiquaient, des concentrations se réalisaient, de telle sorte que la concurrence étant supprimée, les petites et moyennes entreprises étant liquidées, une personne, plusieurs personnes d'une même famille ou un groupe d'intérêts pouvaient se rendre maître d'un seul marché, il fallait nationaliser. Et puis, M. Giscard d'Estaing, il y a des réussites, vous les connaissez, vous vous en félicitez quelquefois. La réussite de Renault, qui porte nos exportations si loin. La réussite d'EDF, GDF, qui est citée en exemple sur le marché européen. Je pourrais aussi ajouter que, est-ce qu'il est admissible, et je suis sûr que vous ne pouvez pas l'admettre, sauf dans une polémique électorale, à la veille d'une élection présidentielle, vous ne pouvez pas vous dédire. Et surtout, vous, je suis sûr que vous le comprenez, mais vous ne pouvez pas contredire les forces politiques
et les grands intérêts qui vous soutiennent. Vous êtes hors d'état de faire une politique qui puisse véritablement défendre les intérêts généraux contre un certain nombre d'intérêts particuliers. Je prends l'exemple de l'affaire Dassault. Songez que M. Dassault, qui est un grand ingénieur, qui est un homme de valeur, ce n'est pas le problème, après qu'en 1936, on ait décidé de nationaliser l'armement, en 1936, il y a quand même longtemps, après qu'on ait nationalisé l'aviation civile. L'aviation civile, elle n'est pas dangereuse, on la pratique tous les jours, elle est nationalisée. On pourrait dire, après tout, ce n'était pas nécessaire. Eh bien, ce qui n'est pas nationalisé, c'est l'avion militaire qui appartient à M. Dassault, tandis qu'on commence à favoriser sa capacité de produire des avions civils. Le Mercure, que vous avez subventionné par 500 millions de francs, vous entendez aussi, il faut bien qu'on nous écoute, 500 millions de francs pour M. Dassault. Vous avez payé à 80% les études et les recherches. Vous venez de vous engager pour plusieurs années sur 200 à 3 millions de francs pour obliger, en somme, Air Inter à absorber la production de cet avion qui semble ne pas avoir de grande facilité commerciale. Et il ne serait pas possible. Combien de gens qui nous écoutent et qui fabriquent des avions militaires? Combien de gens sont en mesure de souffrir de la nationalisation? En quoi est-ce que nous lésons quelque intérêt que ce soit? Et vous ne voulez pas qu'on nationalise Dassault, alors qu'ils fabriquent des avions de bombardement et un avion civil que nous soutenons, que vous soutenez avec les deniers des contribuables. Ce n'est pas logique, ce n'est pas correct, cela échappe à la Constitution et cela échappe en même temps à la grande tradition des républicains qui ont estimé que lorsque dans un secteur clé de l'économie ou pour un produit de valeur nationale, une seule personne était maîtresse du marché, il fallait que la nation s'en rende maîtresse. Voilà un premier point sur les nationalisations. Monsieur Giscard d'Estaing, voulez-vous Je vais parler tout à l'heure de la revalorisation du franc naturellement. Je préférerais que M. Mitterrand réponde. Nous en sommes encore en 1945, il est temps d'en venir en 1974. Nous sommes encore en 1974, car vous venez de financer les avions d'assaut et de disperser et de liquider et de gaspiller les fonds publics afin de soutenir une entreprise qui, en vérité, devrait appartenir à la nation. Alors, voilà la réalité de ce sujet, parlons-en. Mais enfin, ça n'est pas du niveau... Je vois que vous vous y intéressez non, aussi. Pas je prends cet exemple d'une nationalisation, oui. Monsieur Giscard d'Estaing. Vous m'avez posé la question, je pourrais prendre celle du plan calcul, c'est-à-dire de l'ordinateur, dans lequel on subventionne... De toute façon, c'était à moi d'avoir la parole, si vous prenez... Alors vous vouliez me la rendre, vous préférez la reprendre. Non, je la rends tout de suite, parce que je ne veux pas laisser répondre des présentations ou des insinuations de votre part. Je n'ai aidé personne. Affirmation et accusation. Des affirmations d'allure insinuante. Pas du tout. Monsieur Mitterrand. Très ferme. Très précis. L'État français... Cela figure aide un certain dans les textes officiels. Absolument, absolument. Ce qui prouve en tout cas que nous ne cachons rien. Exactement. L'État français aide un certain nombre d'activités économiques. Et il aide ces activités économiques parce que s'il n'y a pas cette aide, on ne peut pas les développer. Qu'est-ce que nous aidons? Nous aidons par exemple la construction navale, vous le savez très bien. Nous aidons la marine marchande, vous le savez très bien. Nous aidons l'aviation civile. Parce que si nous n'aidions pas l'aviation civile, il n'y aurait pas d'aviation civile française. Et lorsque vous êtes allé à Toulouse l'autre jour, vous avez dit, comme moi-même d'ailleurs, qu'il fallait aider l'aviation civile, et comme à Toulouse, on construisait le Concorde, vous avez dit qu'il fallait aider le Concorde. Et vous savez qu'en matière d'aviation civile, nous avons dépensé infiniment plus d'argent dans le Concorde que dans tous les autres modèles d'avions civils. Ce qui est vrai, c'est que j'ai poussé et que je pousse à la reconversion vers des productions civiles d'un certain nombre de nos spécialisations militaires. Et qu'à partir du moment où des constructeurs qui étaient spécialisés dans du matériel militaire essaient, comme les autres constructeurs, de faire des programmes d'aviation civile, l'État, exactement sur les mêmes bases que celles qu'il applique aux autres entreprises, prend à sa charge la partie que normalement, dans un État moderne, l'État finance en ce qui concerne la recherche ou le développement de la construction d'un avion. C'est donc un programme qui avait pour objet de pousser à la reconversion vers la production d'avions civils, et je m'étonne qu'un homme comme vous trouve une telle attitude critiquable. En ce qui concerne le plan calcul, par exemple, cela serve les intérêts d'une seule personne. En ce qui concerne le plan calcul, par exemple, ne détournez pas la conversation. Ça ne sert pas les intérêts d'une seule personne. Nous ne remboursons que sur justification de dépenses concernant la recherche ou la fabrication des appareils. Nous ne versons jamais l'argent, comme vous dites, à une seule personne. Et nous le faisons exactement suivant les mêmes règles de calcul que celles que nous appliquons à d'autres entreprises, et par exemple à l'aérospatiale, qui est une entreprise d'État, lorsqu'il s'agit, par exemple, du Concorde ou de l'Airbus. Et Monsieur Mitterrand, si je suis élu, nous continuerons à aider l'aviation civile française, parce que j'estime qu'elle a une grande vocation industrielle française, et que nous le ferons en respectant naturellement strictement des règles de contrôle en ce qui concerne l'emploi
l'utilisation et la justification des dépenses sur fonds publics. Mais alors, je ne nationaliserai pas Dassault. Et je ne me propose pas de nationaliser d'entreprise si je suis élu président de la République. Parfait. Vous laisserez cette entreprise. Alors, vous avez pris un exemple parce gagner sur l'argent des contribuables des sommes considérables. Non, nous ferons en sorte qu'il ne soit jamais accordé de subventions ou d'aides que pour des projets précis et sur des justifications contrôlées, notamment contrôlées par les services techniques et financiers, ce que nous avons toujours fait jusqu'ici. Alors, j'ai noté que dès qu'il s'agissait de parler de l'avenir, vous ne pouviez pas en parler. Je regrette. Monsieur Mitterrand, vous n'en parlez pas. Il y a déjà une heure que nous sommes ici. Je compte demander au gouvernement de nationaliser les entreprises, les 9 entreprises industrielles qui détiennent un secteur clé de l'économie d'une façon monopolistique, c'est-à-dire qu'il existe une seule entreprise ou quelques entreprises sur un marché essentiel pour une production essentielle à la vie nationale. Je compte en effet demander au gouvernement de respecter ce contrat que j'ai passé avec l'ensemble des citoyens. Est-ce que vous indemniserez les actionnaires? Avec une indemnisation parfaitement normale et parfaitement honnête. Oh, je connais le programme commun. Ça n'est pas, non, monsieur Mitterrand, ça n'est pas dans le programme commun. Ne créez rien. Pour ce qui est de l'indemnisation, j'ai même fait l'estimation sur 20 ans et je pourrais vous la dire. Alors, mais je voudrais, s'il vous plaît... Monsieur Mitterrand, vous indiquez qu'au contraire, une distinction essentielle sera faite entre les petits et moyens porteurs vivant de l'épargne réalisée et les gros porteurs. Bon, c'est tentant quand on dit ça, cette distinction. On se demande d'ailleurs comment on peut la faire. Mais enfin, imaginons qu'on puisse la faire. Est-ce que vous appliquerez cette distinction aux porteurs étrangers de ces titres? Ce que je peux vous dire, est-ce que vous l'appliquerez aux porteurs étrangers? Ce que je peux vous dire, monsieur Giscard d'Estaing, c'est qu'en l'espace de 20 ans, tous les porteurs auront échangé leurs titres, n'y perdront rien, et cela coûtera 1 milliard par an. Et si vous voulez faire vérifier ces chiffres, d'ici dimanche en 8, vous pourrez le faire. Pour ce qui concerne ensuite, je vous en prie, ce sont les calculs que j'ai faits et que je soumets à l'opinion publique. En combien de temps, monsieur Je continue en 20 ans. Bon, alors en 20 ans, si vous faites, ça veut dire 20 milliards au total sur 20 ans, nous allons faire le calcul ensemble. Sur 20 ans, il y a un taux d'intérêt, monsieur Mitterrand. Celui qui sera remboursé la dernière année, il faut lui verser un taux d'intérêt, vous n'allez pas le faire attendre 20 ans. Je continue à vous préciser qu'en l'espace de 20 ans, en vérité, cela coûtera 2 milliards. Ah bon, c'était 1 milliard tout à l'heure. Vous devriez m'écouter jusqu'au bout. Bon. La polémique ne servira pas à notre entretien. Il faut éclairer les chiffres. 1 milliard rentrera en compensation chaque année parce que ces actions continuent d'avoir leur valeur. Et cela coûtera 1 milliard afin de permettre à l'État de se comporter honnêtement à l'égard de tous les porteurs. Et les choses sont claires ainsi. D'ailleurs, cela a été appliqué comme cela au cours des nationalisations de 1945. Et vous savez fort bien que dans un certain nombre d'entreprises, les porteurs s'en sont trouvés fort bien. Donc, il ne s'agit pas de nous égarer. Mais puisque vous parliez de pillage des affaires publiques avec le programme commun, vous avez employé l'expression plusieurs fois pendant la campagne, en accusant le programme commun, dont j'assume la charge sur ce plan-là, bien que je n'ai pas à présenter un programme de gouvernement, en vous disant que le changement, cela consiste précisément, voyez-vous, et j'y reviens sans arrêt, vous ne voulez pas me suivre là-dessus, à permettre pour demain à toutes les catégories socio-professionnelles qui n'ont pas reçu leur part, les salariés. Je me suis arrêté un moment sur les cadres, où vous m'avez interrompu. Quand on pense qu'il existe un projet de M. Messmer, vous imaginez de M. Messmer, qui prévoyait que 2 salariés, qui seraient des cadres, pourraient siéger dans les conseils d'administration, afin de connaître et de communiquer les problèmes capitaux, la stratégie industrielle. Quand on pense que votre groupe des Républicains indépendants et vous-même n'avez pas permis à ce projet d'aboutir, alors que dans un pays comme l'Allemagne, on en arrive dans les conseils de surveillance à une représentation par moitié de salariés. C'est-à-dire que vous faites la politique la plus réactionnaire qu'on puisse s'imaginer, qu'on puisse admettre, qu'on n'ose pas admettre à l'intérieur du marché commun. Alors, je dis que le problème pour ceux dont nous parlons, c'est-à-dire les Français, c'est que le changement leur permette non seulement d'espérer, mais aussi de construire autre chose. Non seulement sur le plan des revendications matérielles, mais aussi sur le plan de la qualité de la vie, sur le plan de la redistribution d'une croissance nationale qu'ils ont fabriquée de leurs mains et avec leur esprit, et dont ils ne reçoivent que la petite part. Voilà l'accusation que je fais à l'égard de votre Monsieur Mitterrand, j'ai compris, il a fallu du temps pour le comprendre, ça ne me paraît pas un point essentiel, que pour vous, le changement se réduisait à me voir partir du ministère de l'économie et des finances. Bon, c'est un changement, ce n'est pas un changement considérable, et pour ma part, je pense que le changement, ça consiste à conduire l'économie, le développement, le progrès social français dans d'autres directions. Alors, je note, parce que c'est très important, qu'il est
impossible avec vous d'avoir un débat sur l'avenir, c'est impossible. C'est un débat de contentieux sur le passé. Vous êtes un homme qui est lié au passé par toutes vos fibres, et lorsqu'on parle de l'avenir, on ne peut pas vous intéresser. En tout cas, vous n'acceptez pas de porter le débat sur ce terrain. C'est le seul qui m'intéresse, M. Mitterrand. Le changement avec moi, c'est que si je suis élu président de la République, on cessera de parler du passé, y compris avec vous-même, que j'aurai, j'espère, le plaisir de rencontrer, et qu'on parlera des problèmes d'avenir de la France, parce que c'est cela qui m'intéresse. Et je crois que les Français, à l'heure actuelle, ça les passionne, en effet, de savoir ce que vous auriez fait comme ministre des Finances en 1960, c'est très intéressant comme sujet, mais ça n'est pas ce sur quoi ils comptent pour organiser leur vie future. Alors, lorsque je dis le changement sans risque, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que par rapport à ce qui a été accompli, il est certain que nous devons, à l'heure actuelle, ouvrir de nouvelles perspectives. Mais au lieu d'ouvrir ces nouvelles perspectives par le renversement de la société française, ou par le bouleversement de la société française, nous devons le faire en donnant une nouvelle dimension à ce qui a été entrepris. Or, vous avez parlé du programme commun à plusieurs reprises, incidemment, c'est toujours moi qui vous en fais parler. Je vous ai parlé des ministres communistes au gouvernement, nous sommes le seul pays d'Europe occidentale à en avoir. Vous n'avez même pas relevé le propos, vous n'avez pas répondu sur ce sujet. C'est-à-dire les grands changements que vous vous proposez d'introduire, vous n'en parlez pas. Et simplement, vous contentez de dire que vous auriez fait un peu plus de SMIC que nous, ou un peu plus de développement de telle ou telle prestation ou allocation sociale. Alors moi, je veux dire ce que je voudrais faire. Je crois que la France souhaite une nouvelle dimension de son progrès économique et social. C'est ça qui l'intéresse. Que cette nouvelle dimension, ça veut dire d'abord que l'on continue la croissance de la France. Et on ne continuera pas la croissance de la France en lui faisant subir une vague de nationalisation et de bureaucratie. D'ailleurs, les grands pays socialistes voisins l'ont parfaitement compris, puisqu'ils ont rayé de leur programme partout ces objectifs. Et d'ailleurs, vous ne le maintenez dans le vôtre, c'est tout à fait clair, que sous la pression insistante de vos grands alliés communistes. Parce que vous savez très bien que dans une économie moderne, ouverte, européenne, la nationalisation ou la bureaucratisation ne font pas progresser l'économie ou le progrès social. Vous le savez autant que moi. Alors, nous voulons continuer dans la même direction, c'est-à-dire maintenir la croissance de l'économie française, en même temps lui donner une dimension beaucoup plus humaine. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous venons, en effet, au point de vue du développement économique français, nous venons de loin. Nous avions un pays dont le niveau de vie, dont les ressources, dont l'industrie était, du fait de la guerre, du fait du retard accumulé de l'entre-deux-guerres, un pays, une économie faible. Et nous avons mis à l'heure actuelle sur un pied plus vigoureux l'économie française, ce qui permet d'ouvrir la dimension du progrès social et de l'humanisation de notre société. Et dans quelle direction? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire ceci, c'est qu'il est fondamental, par exemple, de développer l'égalité des chances pour les jeunes Français. C'est fondamental, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir ce qui s'est passé en 1962, M. Mitterrand. Je parle depuis le début, non, et c'est le débat que vous avez fait. Alors vous en parlez mezzo voce, parce que je ne l'ai pas entendu. Je vous en prie. Il est très important. Le changement, c'est de faire autre chose que ce que vous avez fait pour rétablir la justice sociale. Alors il faut dire quoi? Donc il faut faire une politique de justice sociale. Je suis encore en retard sur vous, M. Mitterrand, laissez-moi parler. Donc c'est de développer l'égalité des chances pour les jeunes Français. Ce qui veut dire que le problème de l'éducation, le problème de la formation, par exemple, sera au centre des préoccupations du futur président de la République si je suis élu. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, à Amiens, je consacrerai un discours d'ensemble au problème de l'éducation ou de la formation. Vous avez parlé du problème de l'emploi des jeunes, problème fondamental. Et j'ai proposé un certain nombre de mesures concernant précisément le statut à donner aux jeunes pour ce qui est de leur premier emploi, et je dirais même de leur premiers emplois, parce que je crois qu'il est normal de reconnaître une sorte de droit au risque ou de droit à l'erreur pour quelqu'un qui prend un premier emploi. Je crois également qu'il faut maintenir en France et développer la liberté d'initiative et d'établissement. Je crois qu'il est très important pour des travailleurs individuels, pour des petites entreprises en France, de pouvoir grandir et se développer dans une atmosphère qui ne soit pas bureaucratique et contraignante. Alors, vous parlez des cadres. Je n'ai pas voulu entrer dans des débats polémiques, vous avez passé des catégories en revue. Je note que dans le programme commun, sur deux sujets qui touchent les cadres, et qui sont, pour eux, je dirais, vitaux, qui sont le problème du quotient familial. Vous proposez de revenir sur le quotient familial. Et sur le problème de la retraite des cadres et de l'autonomie de la retraite des cadres, vous proposez également de revenir sur cette autonomie. Donc, sur des sujets qui touchent des catégories sociales essentielles, vous proposez des mesures qui vont fondamentalement contre leurs préoccupations ou contre leurs aspirations. Oui, je vous indique simplement qu'il vous reste 27 minutes. Au total ou... Au total. Eh bien, nous allons nous partager ces 27 minutes. Est-ce que vous souhaitez continuer dans le domaine économique et social? Je voudrais dire à M. Giscard d'Estaing que toute l'explication que je cherche à donner est celle-ci.
Je cherche à comprendre les raisons de la politique qu'il a faite. Je cherche à la comprendre. Je vois, et je suis d'accord avec lui, qu'il convenait de donner à la France la structure industrielle qui lui permettait de prendre rang parmi les grandes puissances. Bref, d'épouser son temps. Il est un peu plus jeune que moi. On pourrait dire que depuis la fin de la dernière guerre mondiale, nous avons connu deux périodes. La première était, l'histoire la jugera, la première a été essentiellement de tenter de réparer les dommages de la guerre. C'était difficile. Ce régime a fait beaucoup, c'était la 4e République, et puis il a sombré. La 5e République, sur ses bases, a cherché à donner à la France sa structure industrielle. Elle n'a pu le faire, indépendamment des qualités de chacun, que par un formidable mouvement de travail et de grands sacrifices supportés par ceux qui ont accompli ce travail. Des salaires assez bas, une progression très lente, une hausse des prix très vive, un nombre d'heures de travail très long, des logements sociaux en trop petit nombre, des écoles fournies à des enfants paysans ouvriers ou de la petite bourgeoisie, des bourgs ruraux dans des conditions très rares, je pense surtout à l'école maternelle, bref, dans la difficulté. Cependant, on a bâti tout ça, nous les Français, on a bâti tout ça. C'est ce que vous appelez, avec juste titre, la croissance. Encore faut-il donner un sens humain à cette notion de croissance. C'est-à-dire que la France est devenue plus riche. Et la France est devenue plus riche parce que, on peut le dire, là c'est pas de la polémique entre nous, on s'y est tous mis. Et quand je dis on s'y est tous mis, pensons surtout à tous ceux qui ont mis à la main à la pâte, qui ont été les véritables artisans, ouvriers, travailleurs, cadres, agriculteurs, commerçants. Ils ont tous travaillé pour que la France vive mieux. Beaucoup d'intelligence, la recherche, la science. Le moment est venu, Monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales, qui se tirent de tout, qui reçoivent des jetons de présence, des tantièmes, des bénéfices dans les conseils d'administration, des sommes énormes et scandaleuses, que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Alors, je crois que la troisième époque de notre histoire, je parle de l'avenir, Monsieur Giscard d'Estaing. Oui, mais vous parlez de l'avenir en prenant sur mon temps, Monsieur Mitterrand. C'est précisément, vous aurez le temps d'en finir. Non, c'est important, j'ai beaucoup de choses à dire, ce que vous venez de dire. C'est de répartir plus justement les fruits de l'effort national. Mais je suis sur ce point... Et c'est là que j'engage ma candidature. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi, et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat. Eh bien, Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Alors, concernant ce qui a été fait au cours des dernières années, nous avons, la collectivité française, à travailler. Et vous avez reconnu vous-même qu'elle avait travaillé dans la bonne direction, puisque en quelques années, nous avons fait de notre pays un pays moderne. Vous avez dit, je crois, une puissance industrielle moderne. Alors, le reproche que je vous fais, c'est à l'heure actuelle, à cause de votre alliance avec le Parti communiste, vous êtes si discret sur tous ces sujets, c'est de proposer aux Français de briser l'instrument. Si vous disiez, l'instrument, on s'en est bien servi pour la croissance, mais on pouvait peut-être aller plus vite dans la correction des inégalités sociales. Je dirais, c'est une querelle historique. Pouvait-on aller plus vite ? Fallait-il au contraire développer nos moyens de production et d'activité? C'est une discussion qu'on pouvait avoir. Mais à l'heure actuelle, ce que je propose de faire, c'est de servir les mêmes objectifs de justice sociale que vous.
Je suis convaincu que si je suis élu président de la République, les personnes âgées, les travailleurs au SMIC, les jeunes en ce qui concerne la formation scolaire, rurale ou citadine, M. Mitterrand, ils connaîtront exactement les mêmes réalisations que celles que vous ambitionnez de faire. Seulement, moi, je ferai ces réalisations à partir d'une économie en progrès, alors que vous avez l'idée étrange, en réalité, de vouloir faire ces réalisations à partir d'une économie brisée. Il n'y a pas de progrès social en France si nous ne continuons pas à développer une économie moderne. Et l'erreur, à mon avis, fondamentale de la politique que vous proposez, parce qu'enfin nous sommes un peu dans l'avenir, dans ce point du débat, l'erreur fondamentale, c'est de briser l'instrument, c'est-à-dire de proposer aux Français un programme de gestion économique dont aucun pays comparable ne veut, parce qu'ils ont observé la mise en œuvre de pareilles solutions, de pareilles techniques, et ils savent très bien que ça arrête le progrès économique. Moi, mon ambition, parce qu'en effet, vous avez dit que je suis un homme jeune. Bon, un homme jeune, il a des ambitions de faire quelque chose. Et vous dites toujours que mon ambition, c'est la croissance. Ou pas du tout. Mon ambition, c'est de servir la justice, M. Mitterrand. Et je dirais, c'est de la servir autant que vous. Je pense souvent à ce qui se passera si je suis élu. Parce que je serai peut-être élu à votre place. C'est possible, vous n'en parlez pas. Eh bien, si je suis élu et que je pense à ce que je voudrais avoir fait, je voudrais avoir amélioré le sort des Français. C'est ça mon idée de base. Mais je me dis que pour améliorer le sort des Français, je ne commencerai pas par jouer avec l'instrument pour des raisons électorales. Moi, je ferai en sorte que l'instrument productif français, celui qui a utilisé, canalisé, orienté le travail physique, manuel, effectivement pénible des Français, cet instrument ne soit pas désorganisé dans les premières semaines de ma gestion. Donc, M. Mitterrand, personne n'a le monopole du cœur, M. Mitterrand. Personne n'a le monopole de la justice. Nous discutons sur des moyens, parce que les objectifs de justice, je crois que ce sont les mêmes. Et je crois que pour servir la justice en France, il faut poursuivre dans la direction que nous avons prise, il faut amplifier le mouvement, il faut développer le dialogue. Car je crois que la justice, ça n'est pas seulement une question de distribution de ressources, c'est une question de contact, d'échange de vues, pour savoir ce que chacun aspire à faire, aspire à être, et que c'est dans cette atmosphère nouvelle qui sera pour moi le changement, c'est-à-dire une démocratie sociale en France, mais bâtie sur la poursuite du progrès économique. C'est là que réside, à mes yeux, le changement, et ce n'est pas dans un simple changement de personne. Naturellement, ce n'est pas qu'un simple changement de personne. Naturellement, encore faut-il expliquer une politique. Et je regrette que vous ne m'ayez pas écouté davantage au cours de ces dernières semaines. Il est vrai que vous aviez vous-même beaucoup de choses à faire. Car vous auriez observé que j'ai été le seul parmi les candidats, M. Chaban-Delmas est essayé, à avoir présenté un plan anti-inflation. Je suis le seul à avoir gagé les dépenses. Alors parlons de ce plan anti-inflation. Je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu. Je suis encore en retard sur vous, M. Mitterrand. Je ne vous ai pas interrompu. Parlons de votre plan anti-inflation. Je voudrais vous répéter que je suis le seul à avoir présenté un plan anti-inflation et avoir gagé les dépenses par des ressources correspondantes. Je suis le seul à l'avoir fait. Comment gagez-vous vos ressources ? J'affirme, après que vous ayez affirmé, et je prétends continuer mon bref exposé, en vous disant que ce plan de travail ne concerne pas seulement, en effet, les revendications matérielles. Il y a des aspects moraux et spirituels qui comptent et qui sont essentiels dans la vie d'un pays. Notre débat, il faut maintenant que l'on respecte l'égalité des temps de parole. Je m'excuse, comme on approche de la fin du débat, vous êtes toujours en avance sur moi, et je voulais, à propos de votre plan anti-inflation, vous poser des questions, parce que je l'ai sous les yeux, votre plan anti-inflation. D'abord, vous avez dit que pour stopper l'inflation, j'ai votre papier sous les yeux, car vous me l'avez même envoyé. Vous m'avez encore interrompu. Mais enfin... Remercie. Je vous ai interrompu, M. Mitterrand, parce que vous parlez toujours plus que moi, et que j'ai droit à l'égalité des temps de parole. Alors, vous avez dit dans votre plan pour stopper l'inflation, un blocage temporaire des prix auquel aucun gouvernement ne peut échapper. Est-ce que ce blocage temporaire des prix comporte le blocage des prix alimentaires ? Vous savez bien, parce que je l'ai précisé, qu'il n'y avait pas de blocage des prix agricoles. Cela fait partie de mes déclarations publiques, que ce blocage serait sélectif, qu'il serait temporaire, et qu'après tout, j'aurais pu m'inspirer de la façon dont M. Debré s'était comporté avant que vous ne reveniez au ministère des Finances, lors de la généralisation de la TVA. Il a à ce moment-là appliqué des dispositions quant au contrôle des prix qui ont été très efficaces. Ce sont les dispositions actuellement en vigueur. Vous essayez ils sont en vigueur, mais ils ne sont pas très efficaces. Ce sont celles qui sont en vigueur. Vous avez battu tous les records de la hausse des prix. Mais je voudrais en venir à mon sujet lorsque vous aurez rattrapé votre temps de parole. Monsieur Mitterrand, je prends votre plan. D'une part, il y a
un blocage temporaire des prix, mais vous dites aux Françaises et aux Français que ça ne comporte pas les prix alimentaires, ce que je comprends d'ailleurs parfaitement, parce que le problème des prix agricoles se pose, mais vous savez très bien que pour les ménagères et pour les Françaises auxquelles vous dites que ça ne concerne pas les prix alimentaires, dès à présent, votre programme de lutte contre l'inflation est singulièrement écorné, parce que pour les prix industriels, vous proposez de mettre en œuvre pratiquement la politique que nous pratiquons. Ensuite, vous proposez une réduction du taux de la TVA, c'est-à-dire une perte de recettes fiscales. Je comprends très bien cette perte de recettes fiscales si vous la compensez par d'autres ressources. J'ai lu votre programme, je l'ai sous les yeux, il n'y a aucune autre ressource dans votre premier plan. Donc, dans votre plan de 6 mois, il y a des dépenses, c'est-à-dire un déficit budgétaire, l'apparition d'un déficit budgétaire dont tous les Français savent, qu'ils soient économistes ou qu'ils ne le soient pas, que c'est un facteur d'accélération de l'inflation. Alors, vous accélérez l'inflation à l'intérieur par l'apparition d'un déficit budgétaire, et vous organisez, ce qui est tout à fait surprenant, la déflation extérieure par la réévaluation du franc. Et je voudrais bien savoir qui vous pensez servir. Est-ce que ce sont les exportateurs? Est-ce que ce sont les agriculteurs? En procédant à cette revalorisation de notre monnaie. Si j'ajoute que dans le programme commun, vous proposez également la mise en place immédiate d'un contrôle renforcé des changes, alors je me demande comment vous imaginez à la fois que vous allez isoler la France au point de vue monétaire par un contrôle renforcé des changes, organiser le déficit intérieur, le déficit budgétaire et prétendre réévaluer notre monnaie. Déficit budgétaire, résultat de l'inflation. Vous avez des sommes, M. Chaban-Delmas me les a confirmées, aux alentours de 14 milliards, qui représentent à l'heure actuelle un excédent utilisable. J'ajoute que votre propre programme, que j'ai fait chiffrer pour la première année à 25 milliards, n'est gagé par aucune ressource. Je continue de préciser, mais moi je ne vous ai pas interrompu, je continue de préciser que le programme que j'ai présenté anti-inflation atteint 9 milliards de francs et reste intérieur à l'excédent budgétaire que je limite par prudence à environ 10 milliards selon les informations que je possède qui viennent de votre ministère. J'ajoute qu'en vérité, la diminution de la TVA atteint 3 milliards et non pas 12, comme vous l'aviez prétendu dans un précédent débat, puisque vous aviez compté parmi les produits de première nécessité le homard et le caviar. Monsieur Mitterrand, soyons sérieux. C'est tout à fait le homard et le caviar ne font pas 9 milliards de francs. Les Français consommateurs le savent parfaitement. Je vous en prie, ne détournez pas la conversation. Ne détournez pas la conversation. Les produits de première nécessité représentent 6 milliards par an, donc 3 milliards pour les 6 mois. Et je tiens à ce que, dès que l'on parle de chiffres, vous n'ayez pas des affirmations qui sont contraires à la vérité. Vous n'allez pas prétendre que la différence, c'est le homard et le caviar, monsieur Mitterrand. Vous les aviez englobés d'une façon très spécieuse, mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789. Mais parlons sérieusement. La différence entre 3 milliards et 12 milliards de TVA en France, ça n'est pas le homard et le caviar. L'heure passe, oui. Et vous m'avez parlé tout à l'heure des ministres communistes, et je ne voudrais pas vous laisser le sentiment que c'est une discussion que je fuis. J'ai fait beaucoup de réunions publiques, beaucoup de déclarations publiques, plus qu'il n'aurait fallu sans doute au cours de ces 4 dernières semaines, et j'ai toujours dit très clairement que la majorité présidentielle que je représenterais, qui se serait rassemblée derrière moi, non seulement le 5, mais aussi le 19 mai, comprendrait toutes les formations politiques qui m'ont soutenu, en particulier le Parti communiste. C'est donc bien clair, il y aura, si je l'emporte, des ministres qui représenteront l'ensemble des formations politiques, y compris le Parti communiste. Alors le problème est de savoir s'il y a un interdit. Le problème est de savoir s'il est interdit aujourd'hui de faire en France ce qui est fait en Finlande, ce qui est fait en Islande, ce qui a été fait par le général de Gaulle, je l'ai déjà très souvent répété, en France, en 1944, en 1945, ce qui a été fait en Italie, en Belgique, au Danemark, en Hollande. Il s'agit de savoir si les alliances entre socialistes et communistes qui existent dans les provinces du Piémont ou de l'Émilie en Italie, il s'agit de savoir si c'est interdit alors que cela se fait au Japon, simplement parce que c'est moi et parce que ce sont les communistes français. Et là-dessus, vraiment, je trouve que s'adresser aux Français en leur disant « je veux être le président de tous, je veux réaliser l'unité nationale » et exclure a priori 5 millions d'entre eux, simplement parce qu'ils votent communiste, tandis qu'il existe un grand parti qui s'appelle le Parti communiste, qui n'est pas le mien, que je combats sur bien des points, mais que j'ai estimé nécessaire
de contribuer à réintégrer dans la vie nationale parce qu'ils représentent de puissantes forces du travail, de production et des valeurs patriotiques que l'histoire a montrées. Alors je vous réponds, mais oui, c'est comme cela, et j'en prends la responsabilité. Je suis le seul candidat qui ait dit à toute la France, je ne récuse aucun Français. Et je me permets, M. Giscard d'Estaing, parce que le débat est vraiment grave là-dessus, l'anticommunisme, vraiment, il faut s'en débarrasser. Les tragiques périodes du temps de Staline, les grandes divisions qui ont séparé l'Europe, vraiment, M. Giscard d'Estaing, pensez à l'avenir. Ne chassez aucune des forces de la production. Ne coupez pas la France en deux. Chaban-Delmas, tout récemment, s'est exprimé là-dessus, mais j'ai retrouvé un de ses anciens textes au moment de la mort de Maurice Thorez. Lorsqu'on est descendu à la mine à 12 ans et qu'on est déficient ni de corps, ni d'esprit, ni de cœur, comment ne pas prendre une profonde conscience de classe, comment ne pas prendre parti? Maurice Thorez nous laisse le souvenir d'un homme de talent ayant le sens de l'État. Et voulez-vous que je vous lise, et ce sera fini, la lettre qu'a adressée le général de Gaulle au fils de Maurice Thorez après la mort de ce dernier? Pour ma part, je n'oublie pas qu'à une époque décisive pour la France, le président Maurice Thorez, quelle qu'ait pu être son action avant et après, a, à mon appel comme membre de mon gouvernement, contribué à maintenir l'unité nationale. Alors, messieurs, il faut qu'on vous précise ce qui se passe. Monsieur Mitterrand a parlé 45 minutes. Monsieur Giscard d'Estaing a un retard de 5 minutes. Il va donc pouvoir répondre. Et en principe, il faudrait que vous puissiez conclure. Nous constatons que vous n'avez pas eu le temps de parler de politique étrangère. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots de politique étrangère? Peut-être Monsieur Giscard d'Estaing veut-il répondre maintenant à Monsieur Mitterrand? Il a droit à 5 minutes. Et est-ce que vous voulez, quelques minutes, l'un et l'autre, parler de politique étrangère et donner votre conclusion ensuite? Mais nous déborderons. Mais il est vrai que ce débat étant un débat exceptionnel, nous devons pouvoir le faire. Je suis à votre disposition. Je suis en retard parce que M. Mitterrand parle plus que moi et je m'efforce de temps en temps d'avoir accès au droit à la parole. Alors, je dirais à M. Mitterrand qu'il ne s'agit pas du tout, cette théorie de couper la France en deux, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes là pour parler simplement des choses. Il y a une élection présidentielle, il y a 2 candidats. Il y aura toujours 2 candidats. L'un sera élu, l'autre ne sera pas élu. Et je n'emploie même pas l'expression, vous le voyez, sera battu. Il ne sera pas élu. Ce sera vous ou ce sera moi. Et je ne considère pas du tout que la France sera coupée en 2. Il y aura les Français qui auront choisi leur président de la République. Et je suis très frappé de voir que ce qu'ils veulent, c'est choisir leur président de la République. Tous les hommes politiques et je dirais, votre façon de vous exprimer vous classe à mes yeux dans cette catégorie. Je cherche à faire croire que les Français vont se classer dans cette circonstance. Ils ne vont pas se classer, ils vont choisir leur président de la République. Ils vont choisir l'homme qui leur donnera l'impression d'une certaine sincérité, d'une certaine simplicité et d'une certaine sécurité. C'est comme ça qu'ils vont se prononcer. Pourquoi voulez-vous que cet homme, une fois élu, si c'est vous, M. Mitterrand, ou si c'est moi, ait l'idée qu'il lui faut couper la France en 2? Je pense que ce sera un homme de réconciliation. Moi, je serai un homme de réconciliation. Je ne serai pas un homme de revanche. Et il est frappant de voir la percée de l'ouverture politique que j'ai pu faire en quelques semaines. Vous faisiez de l'ironie sur le soutien du centre démocrate ou sur le soutien des réformateurs, que vous auriez bien aimé avoir, pourtant. Eh bien, en quelques semaines, malgré les divergences d'opinion, malgré les souvenirs que pouvaient avoir les uns ou les autres, on a pu organiser déjà en France un large rassemblement qui va en effet plus loin que ce rassemblement n'est jamais allé. Et moi je souhaite un jour que ce rassemblement aille plus loin. Je considère, M. Mitterrand, que les électeurs communistes sont des Français comme les autres. Mais je l'ai dit, le Parti communiste, ce n'est pas un parti comme les autres. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, parce que vous nous citez les exemples intéressants de l'Islande ou de la Finlande. Mais enfin, la France, ce n'est pas l'Islande ou ce n'est pas la Finlande. D'abord, la Finlande a une frontière commune avec l'Union soviétique. Nous n'en avons pas. Et quant à l'Islande, elle n'a pas les mêmes problèmes économiques, sociaux et internationaux. Elle fait partie de l'OTAN. Elle fait partie de l'OTAN, mais elle a une situation du traité qui est militaire de l'Atlantique Nord. Mais je répète qu'aucun pays du marché commun, même élargi, n'a à l'heure actuelle de communistes au gouvernement. Même un pays dans lequel le Parti communiste est très actif et très influent, comme l'Italie, n'a jamais eu de ministre communiste au gouvernement. Non pas qu'il s'agisse d'hommes qui ne puissent pas faire partie de la représentation nationale. J'ai reçu à mon ministère récemment une délégation du Parti communiste qui venait m'entretenir des problèmes de l'inflation. J'ai trouvé tout à fait normal d'y avoir cette discussion avec eux. Mais installé au gouvernement. Et dans votre texte, cela veut dire pour la législature, c'est-à-dire s'il y a une dissolution pour 5 ans.
installer au gouvernement, suivant M. Marchais, 7 ministres communistes, qui auront des secteurs dont certains seront importants, qui seront ou bien l'éducation, ou bien l'agriculture, ou bien le commerce, je n'en sais rien, parce que vous exclurez peut-être l'intérieur, les forces armées ou les affaires étrangères. Installer pendant 5 ans en France, à la tête des grandes administrations nationales, 7 ministres communistes, c'est à mon avis un risque qu'un homme d'État français ne peut pas prendre. Il peut parfaitement, comme vous, avoir des négociations avec le Parti communiste. Il peut demander le soutien du Parti communiste dans telle ou telle circonstance ou pour telle ou telle partie de son programme. Par contre, installer à des leviers de commande, de responsabilité et de formation 6 ou 7 ministres communistes pendant 5 ans, c'est un risque qu'un homme d'État français ne doit pas prendre. C'est le risque qu'a pris le général de Gaulle. Dans une circonstance nationale complètement différente. La circonstance nationale, la circonstance nationale à laquelle M. Mitterrand, n'invoquez pas trop le général de Gaulle. Aussi. Rappelez-vous mai 68, M. Mitterrand, lorsque vous avez déjà voulu faire la même tentative en mai 1968, parce que vous aviez songé également à faire un gouvernement avec les communistes, rappelez-vous les termes. Ils sont présents dans la mémoire de tous les Français, je les ai là d'ailleurs, dans lequel le général de Gaulle s'est exprimé à propos de cette tentative, la sévérité avec laquelle il en a parlé, et avec laquelle il a parlé de ceux qui menaient cette tentative. Alors, je vous conseille, sur un sujet de cette nature, de ne pas invoquer le précédent du général de Gaulle. Mais je termine sur ce point. Autant l'ouverture politique est souhaitable en France, et autant il est souhaitable, je dirais le plus tôt possible, que des hommes de formation et d'inspiration socialiste puissent participer à des responsabilités de gouvernement. Autant il est très grave pour un homme d'État, et pour un homme d'État comme vous, dont je mesure, je le dis franchement, la sincérité et l'esprit national, j'en suis sûr. Mais combien il est dangereux de prendre le risque, à l'occasion d'une élection présidentielle, d'installer pour 5 ans dans des postes de responsabilité des ministres communistes. Enfin, je vous le dirais franchement, c'est un risque que personnellement, de toute façon, pensant à la France et pensant aux Français, je ne prendrai jamais. Alors, monsieur Mitterrand, nous allons vous rendre la parole. Vous avez, l'un comme l'autre, épuisé à 15 secondes près le temps de parole qui était théoriquement prévu. Alors, on nous a averti que vous pouviez disposer chacun de 5 minutes supplémentaires, à la fois pour conclure, et puis si vous voulez y intégrer encore quelque chose, mais que vous ne pourrez pas beaucoup vous répondre. Alors, monsieur, vous avez donc une tranche supplémentaire, chacun, de 5 minutes, à la fois pour vous répondre et pour conclure. Découper, monsieur Duhamel, ou... Est-ce que vous souhaitez, l'un et l'autre, avoir un échange, même bref, de politique étrangère? Je crois qu'il est utile que nous disions notre point de vue sur la politique étrangère. Moi, je vous dirais ceci. Pour la politique étrangère de la France, en 2 minutes, je garderai 3 minutes pour ma conclusion. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'abord le maintien de l'indépendance et de la grandeur de la France. La France, pour moi, n'est pas un pays quelconque. C'est un pays dont le président de la République doit servir l'indépendance et la grandeur. Mon deuxième objectif, c'est de faire avancer l'Europe. Et à cet égard, je dirais simplement à M. Mitterrand que la lecture du programme commun et de l'évocation permanente des clauses de sauvegarde, des risques, des sorties de l'Europe me conduisent à penser qu'il y a en fait, et on le sait bien, incompatibilité entre l'esprit du programme commun et le maintien de la France dans le marché commun. Or, l'Europe est en crise, l'Europe sera en crise l'été prochain, et il est très important que le prochain président de la République française puisse conduire une politique européenne pour la France. Enfin, au point de vue de la défense, je suis également très frappé de voir dans ce même document que l'on propose, je cite, le désarmement et la neutralisation du centre de l'Europe. Ce qui veut dire que, dans ce cas, l'Europe sera une zone désarmée, située entre 2 superpuissances, dont on n'évoque pas le désarmement. Je suis favorable au désarmement, mais je suis favorable à un désarmement qui comporte sur un pied d'égalité les superpuissances, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. Car un désarmement et une neutralisation limitée à l'Europe, cela veut dire l'Europe esclave, et je souhaite l'Europe indépendante, mais pas l'Europe esclave. Monsieur Mitterrand. C'est bien rapide, hein, pour la politique étrangère. Il nous aurait fallu un autre rendez-vous. C'est regrettable. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses qui, je l'espère, seront utiles. L'indépendance, vous êtes né comme moi dans ce pays. N'y serions-nous pas nés que nous l'aimerions si nous devions y travailler? Nous nous sentons, je me sens si profondément enraciné dans la vie de notre pays que l'indépendance, pour moi, c'est quelque chose d'aussi simple que ma façon de respirer. Il n'est pas possible que la France puisse se soumettre aux injonctions de quelque pays que ce soit. Serait-ce notre plus fidèle et notre meilleur allié?
Mais l'indépendance, ça se défend. Ça se défend avec la monnaie, ça se défend avec le travail, ça se défend avec une armée, ça se défend avec une économie qui échappe à la puissance des sociétés apatrides, des sociétés multinationales. Cela n'est pas défendu aujourd'hui, c'est ma tâche pour demain. Je crois à l'Europe, M. Giscard d'Estaing, et contrairement à ce que vous avez dit, le programme commun respecte le marché commun. Vous n'avez pas fait l'Europe sociale, vous n'avez pas fait l'Europe régionale, vous n'avez pas fait l'Europe monétaire, vous n'avez pas fait l'Europe des peuples, cela reste à faire. C'est ma mission. Enfin, je pourrais continuer. Vous m'avez parlé du général de Gaulle. C'est vrai que je l'ai combattu. Franchement, loyalement, devant le pays tout entier. Mes thèses n'étaient pas les siennes, le plus souvent. Vous avez dit un jour que vous aviez eu avec lui, je ne sais comment vous avez noté ce chiffre, 170 rendez-vous. Mais vous n'avez pas parlé du 171e, le 28 avril 1969. C'est le jour où vous l'avez politiquement poignardé, puisque vous avez décidé de sa chute. Voilà pourquoi il vaut mieux sur ce sujet que les choses soient claires. Monsieur Giscard d'Estaing. Il vous reste 4 minutes, Monsieur Giscard Je vais d'Estaing. répondre d'abord à conclusion, et à ce ensuite, dernier monsieur... trait de M. Mitterrand. M. Mitterrand, est-ce que vous êtes démocrate? Est-ce que vous respectez l'application d'une constitution et du suffrage? En 1969, il ne s'agissait pas d'élire le général de Gaulle comme président de la République, général de Gaulle que vous avez combattu en étant candidat contre lui. Il s'agissait de se prononcer sur un texte. Et je me suis, comme tous les Français, comme la majorité des Français, et permettez-moi de vous le dire comme vous-même, prononcé sur ce texte. Je n'avais pas d'obligation morale, moi. Je n'avais pas d'obligation morale lorsqu'il s'agissait de voter sur une loi. Cette loi proposait la suppression du Sénat. Je n'étais pas favorable à la suppression du Sénat. J'étais un homme libre. Je ne faisais pas partie d'un gouvernement. Et comme homme libre, j'ai exprimé le suffrage de ma conscience. Et je suis étonné de voir qu'un homme qui, dans son vocabulaire, se réclame de la démocratie, n'accepte pas la loi du suffrage. Lorsqu'il s'est agi de voter pour le général de Gaulle comme président de la République, j'ai voté pour lui. Lorsqu'il s'est agi de voter son investiture, M. Mitterrand, j'ai voté pour lui. Mais lorsqu'il s'est agi de se prononcer sur un texte, à propos duquel mon opinion n'était pas d'accord avec ce texte, j'ai voté, et je trouve singulier et peu conforme à l'esprit démocratique que vous m'en fassiez le reproche. Mais alors maintenant, ma conclusion. Ma conclusion, c'est ceci. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations à propos de ce que je propose, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France, et si vous ne voulez pas le regarder, M. Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir. Alors, à propos de cet avenir, je dirais ceci. Pour ma part, je souhaite que la France ne prenne pas pour elle, et pour les Français, un risque qui peut être mortel. Le fait de bouleverser profondément notre vie politique, notre vie économique, notre vie sociale, c'est pour un pays qui est encore un pays fragile, parce que la France est un pays fragile. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Et donc, ce que je propose à la France, c'est en effet le changement, mais c'est le changement qui exclut le risque. Et il ne faut pas croire que le choix que les Françaises et les Français vont faire, c'est un choix pour quelques semaines ou pour quelques mois. On cherche à leur présenter cette idée, mais c'est un choix pour 7 ans. Et une fois que ce choix sera fait, il sera irrévocable. Si les structures économiques, politiques et sociales de la France sont transformées ou sont détruites, elles seront détruites ou transformées irréversiblement. Et non pas seulement sur des points de détail, mais dans leur structure même, dans leur nature. Alors ce que je souhaite pour ma part, au contraire, c'est le changement, c'est-à-dire le développement, le progrès de ce qui a été entrepris. Alors on me dit que ce changement, c'est seulement le changement des hommes. Non, M. Mitterrand, c'est le changement d'une génération et c'est le changement d'hommes qui ont dans l'esprit et dans le cœur la préoccupation de l'avenir. Dans les quelques jours qui vont me rester dans cette campagne présidentielle nationale, je ne parlerai pas contre vous, je vous le dis franchement, je parlerai de l'avenir de la France. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'organiser ce changement, c'est de voir l'avenir, c'est de proposer aux Français une ouverture, et après avoir fait l'ouverture politique, que j'ai pratiquement fait tout seul, je leur propose de faire immédiatement après une ouverture sociale. La même ardeur, la même foi que j'ai apporté à réaliser cette ouverture politique qui apparaissait invraisemblable il y a quelques mois, je l'apporterai à faire l'ouverture sociale de la France. Parce que ce que je souhaite, c'est que pensant à cette époque, après,
vous n'avez pas le sentiment d'être entré tout à coup dans une période qui était sombre, une période de risque, une période de menace, mais que vous soyez entré dans une période qui était plus ouverte, qui était plus ensoleillée, qui était plus généreuse et qui peut commencer dès le 20 mai prochain. Et si vous m'élisez président de la République, ce que j'essaierai de faire, c'est que ce que nous ferons ensemble, ce sera mieux qu'avant. Alors, Monsieur François Mitterrand, vous avez 3 minutes pour conclure à votre tour. Ce que vous voulez faire, il fallait le faire quand vous le pouviez. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Tout simplement les forces politiques et sociales sur lesquelles vous vous appuyez. Vous êtes arc-bouté sur une minorité de Français qu'ont rejoint, c'est vrai, un certain nombre de millions, ceux auxquels maintenant je m'adresse, qui n'ont pas voté pour moi dès le premier tour de scrutin, qui nous ont entendus, qui sont sincères et qui doivent savoir que le passé, c'est celui qui vient depuis 10 ans de gérer les affaires de la France. Moi, je me sens, comme vous, Monsieur Giscard d'Estaing, je me sens très présent. Nous sommes le présent, vous et moi, ce soir. Mais l'avenir, tous les deux, chacun à sa manière. On peut travailler pour la France sans être président de la République, heureusement. Mais voilà que ma mission, que mon rôle, c'est peut-être, vous en déciderez, d'être demain le président de tous les Français. J'ai essayé toute la soirée d'expliquer que le changement, c'était de permettre de mieux partager les fruits de l'effort national. Non seulement sur le plan des affaires matérielles, mais sur le plan de la dignité du travail, de la qualité de la vie, de la capacité pour l'homme de dominer ses difficultés, de vivre en famille, de garder sa propriété, de se sentir libre à l'égard des forces qui s'apprêtent à l'écraser. Seulement pour cela, il y a quelque chose de simple, et il faut le dire, c'est qu'il faut aimer ce que l'on fait. Il faut aimer la France, je crois que c'est le cas des deux candidats. Il faut aussi aimer les Français. C'est ça l'avenir. Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées.